Bon, très bien. Eh bien, bienvenue et bonjour à tous et toutes. Est-ce que à distance vous nous entendez? Je ne sais pas. On en est en laboratoire et on projet France de l'Échange pour passer Elle nous entendait. Gestovino confirme, donc c'est parfait. Alors, d'abord, merci à Bernard Selly et à Jean-Marc Grenier d'avoir coordonné ce numéro des Annales des Mines sur les biotechnologies et la bioproduction, et à tous ceux qui y ont participé, dont plusieurs sont autour de la table. Je remercie également Anne Jouvenceau, coordinatrice de la stratégie d'accélération biothérapie et bioproduction en thérapie innovante de l'Agence de l'innovation en santé, Franck Le Timonier, qui est directeur des technologies de santé à l'INSERM, le professeur Alain Fischer, ici présent, du Collège de France et en charge de l'unité d'immunologie, hématologie et rhumatologie pédiatrique de l'hôpital Necker enfants malades de la PHP, dont mes enfants ont pu bénéficier, donc je leur remercie vivement, l'Institut Imagine. Fabienne Bartoli, qui ne va pas tarder et qui est inspectrice générale des affaires sociales et antérieurement directrice générale de la Haute Autorité de Santé. Et last but not least, Philippe Bouilloux, président du comité économique des produits de santé, ainsi que Nathalie Manot, directrice innovation du LEM, qui vont nous éclairer sur le sujet. Je vais laisser Jean-Marc Grenier présenter le numéro des Annales qui donne lieu à cette table ronde, en disant juste deux mots des raisons qui ont conduit, qui ont conduit à produire ce numéro dans réalité industrielle. D'une part, les technologies de santé ont une part croissante dans le PIB comme dans la production industrielle et font partie des éléments à haute valeur ajoutée sur lesquels se positionnent les principaux pays développés. D'autre part, la France a accusé un certain retard au sujet des biotechnologies, en ayant des points forts, ce qui a conduit le gouvernement à fixer un objectif ambitieux dans le cadre de France 2030. En troisième lieu, la pandémie récente a mis en évidence à la fois l'importance cruciale de ces technologies et puis les risques d'une trop grande dépendance. C'est là, avec l'énergie, le numérique et l'agriculture, un des thèmes sur lesquels les sujets de souveraineté ont été rappelés à l'attention des Français de manière intense. Et puis, à titre symbolique, il était remarquable que ce soit un Français qui ait développé Moderna, mais à Boston. Enfin, se posent des questions éthiques diverses, tant sur le prix du médicament et la part qui relève de la solidarité ou d'autres modes de financement, que sur les usages. S'agissant des annales, permettez-moi de rappeler qu'elles ont été fondées en 1794, ce qui en fait la plus vieille revue imprimée d'Europe. Mais cette vieille dame de 230 ans cette année a une vivacité de jeune femme lorsqu'il s'agit de regarder l'avenir. Elles comprennent 4 séries: Réalité industrielle, celle dont nous parlons aujourd'hui, Gérer et comprendre, qui parle de management et de gestion, Responsabilité et environnement, qui parle d'écologie, de risques et d'énergie, Enjeux numériques, qui parle, comme son nom l'indique, de numérique. Tous les numéros des annales sont accessibles gratuitement sur le site annales.org, qui a permis d'accroître considérablement leur visibilité. Les annales des mines sont ainsi dans leur rôle d'éclairer des enjeux structurels, économiques, industriels, écologiques, sociétaux et numériques et de management au travers de leurs 4 revues et des tables rondes qui accompagnent également leur sortie, comme celle de ce soir. Et au sujet de la présente table ronde, sa version virtuelle est enregistrée, ce qui permettra de la retrouver sur le site des Annales pour ceux qui voudraient la revoir. Les chantiers en cause sont donc nombreux. Je vous passe la parole. Merci Grégoire. Bon, oui, voilà. Merci Grégoire pour avoir lancé cette mini-symposium, ce symposium qui prend appui effectivement sur un numéro de novembre des réalités industrielles qui est consacré aux biothérapies, aux bioproductions. Alors, biothérapie, ce sont des médicaments qui sont soit constitués d'éléments biologiques, de protéines, d'acides nucléiques, ou qui sont eux-mêmes produits par des éléments biologiques comme des cellules, des virus, etc. Alors, on va me dire rien de neuf sous le soleil. Les vaccins sont constitués depuis plus de 100 ans de biomédicaments, certes, mais ce qui a changé les choses peut-être au cours des 30 dernières années, ça a été le développement incroyable de ces biomédicaments dans des axes thérapeutiques dans lesquels ils n'étaient pas. Maladies rares,
maladies endocriniennes, et puis aujourd'hui, de plus en plus, même dans des maladies qualifiées de communes, comme l'asthme, par exemple. Ces médicaments ont pris un essor important, à tel point qu'on estime que, à la fin de cette décennie, c'est près d'un médicament sur 2 qui sera un biomédicament. Donc on voit qu'on ne peut pas aujourd'hui, comme le disait Grégoire, ne pas regarder l'avenir qui se dessine devant nous. Et comme tu l'as dit, c'est un enjeu aussi national. Un jeu national parce que aujourd'hui, la France dépend très largement des importations de nos médicaments. Certains biomédicaments sont inventés en France, mais ils sont développés et produits à l'étranger. Certains, aujourd'hui, sur 5 biomédicaments sont fabriqués en France, 12 le sont en Italie, 21 en Allemagne, pour peut-être à peu près 70 ou 80 biomédicaments enregistrés en tout. Donc la France dépend, on peut presque dire, à 90% d'autres territoires pour les biomédicaments. Donc il est clair que c'est déjà un premier sujet. Le deuxième sujet que posent ces biomédicaments, c'est peut-être leur prix, leur accessibilité à chacun. On parle dans certains cas de maladies rares, on parle de thérapie génique à 1-2 millions d'euros. Donc on est loin d'être dans le médicament classique que l'on a connu peut-être il y a 30 ou 40 ans. Donc se rajoutent à ces sujets, bien entendu, et tu l'as évoqué, Grégoire, des sujets liés on va dire, à la capacité qu'aura la France à donner accès à chacun des Français à ces biomédicaments. Donc voilà, c'était ce qui a été l'ossature, on va dire, ce numéro qui a été publié en novembre, et c'est ici les différents intervenants vont essayer de représenter ces valences, pas essayer, je suis désolé, vont brillamment représenter les valences que j'ai évoquées tout à l'heure. Je vous remercie et je passe la parole à Bernard Célie, avec qui j'ai eu le grand plaisir de coordonner ce numéro. Merci beaucoup, Jean-Marc. Plaisir tout à fait partagé. Alors, je ne vais pas rentrer aussi autant dans les détails que je vais plutôt passer la parole. Et donc, je vous propose Anne Jouvenceau. Alors, vous êtes coordinatrice de la stratégie d'accélération bioproduction et biothérapie à l'AIS, l'Agence d'innovation en santé. Et donc, je vous propose de vous donner la parole sans plus attendre pour nous présenter un panorama général du secteur, de ces enjeux. Je rappelle à nos intervenants qu'on les invite à s'exprimer entre 5 et 8 minutes pour organiser au mieux les temps de parole ce soir. Vous savez Anne, que je parle trop longtemps. Merci beaucoup. C'était une consigne générale. Merci. Désolé parce que vous êtes là, mais je vais vous tourner le dos, si j'ai bien compris, pour regarder la caméra. Donc, merci beaucoup, Jean-Marc et Marc-Renier et M. Célie de nous donner cette parole et effectivement de vous montrer en quoi et comment les biothérapies est un sujet d'intérêt pour l'État. Donc, coordinatrice de la stratégie d'accélération de biothérapie bioproduction, qui est une stratégie qui est interministérielle. Alors, Jean-Marc l'a dit, les biomédicaments, c'est quelque chose, et c'est un domaine qui est en pleine croissance et qui présente plusieurs enjeux. Jean-Marc les a rappelés. Il y a un enjeu sanitaire, peut-être pas suffisamment mis en avant d'ailleurs, sur le fait que ces biomédicaments sont vraiment d'intérêt pour les patients, puisqu'ils nous permettent d'aller progressivement vers la médecine personnalisée, d'aller dans des traitements qui sont encore aujourd'hui incurables, particulièrement dans le cancer, avec des cibles bien spécifiques liées aux thérapies cellulaires, thérapies géniques et tous les autres types de biomédicaments. Donc un enjeu sanitaire, un enjeu économique, on a vu effectivement une croissance importante du marché mondial, 64% de croissance entre 2019 et 2022 dans le monde, un marché qui était considéré en 2020 à hauteur de 300 millions de dollars et pour 2030 à 300 milliards de dollars et pour 2030 à 600 milliards de dollars en termes d'estimation. Et puis un enjeu de souveraineté financière, ça on l'a dit, des biomédicaments qui sont très coûteux, vont aller d'une centaine
d'euros à des millions d'euros ou de dollars, si on veut. Et bien évidemment, ça suppose et ça implique d'être en capacité d'adapter notre système pour pouvoir revoir le système de santé et son financement. Tout ça est parti d'un constat, on le voit, et la France bénéficie, et je pense que ça a été dit légèrement, mais Jean-Marc a plutôt mis l'accent sur les déficits de la France. Je vais commencer par quand même les forces de la France, en disant que la France, elle bénéficie quand même aujourd'hui de nombreux acteurs dans le domaine des biomédicaments et des biothérapies. Hein. On compte à peu près plus de 1000 structures, incluant un grand nombre d'acteurs académiques, mais là-dessus, je laisserai à la fois Franck Letimonier et Nathalie Manot pour parler de la balance académique ou industrielle, mais un panel assez important, avec des acteurs atomisés un tout petit peu partout en France, mais bien évidemment, vous avez 3 spots principaux, l'Île-de-France, la région Rhône-Alpes et puis la région Occitanie, et une répartition assez bien proportionnée avec, bien évidemment, beaucoup plus de biotech qui sont dans les anticorps et protéines, puis ensuite les médicaments de type thérapie innovante et encore les vaccins. Alors, je tiens à dire quand même, puisque c'est vrai qu'on va parler des faiblesses de la France, et qui conduit l'État à aller vers une stratégie d'accélération de biothérapie et de biomédicaments, mais disons aussi qu'on produit. Il y a aujourd'hui 363 biomédicaments qui sont commercialisés par 88 sociétés basées en France, et on a 584 biomédicaments qui sont en cours de développement sur le territoire français. Je pense que c'est important de le dire et de le rappeler. Et à ce titre-là, la France est en 2e position derrière le Royaume-Uni, avec plus de 580 biomédicaments uniques en développement. Donc ça, je pense que c'est aussi fondamental de l'avoir en tête, avec bien évidemment un classement qui est un petit peu différencié si on regarde les développements en phase préclinique versus les développements en phase clinique, où là, sur les parties de développement en phase clinique, on passe de la 2e à la 4e place, après les Anglais, la Suisse et l'Allemagne. Une fois que j'ai eu dit ça, le constat quand même de dépendance et d'importation forte de la France sur les biomédicaments, et qui est encore aujourd'hui à hauteur de 95% d'importation, a conduit l'État, mais depuis un certain temps déjà, à se saisir du sujet des biothérapies et des biomédicaments. La stratégie, elle est née officiellement en janvier 2022, mais depuis février 2019, l'État s'est fortement saisi du sujet, entre autres avec la signature du contrat de filière des industries technologiques de santé, commencé. Ensuite, il y a eu avec un axe dédié aux biothérapies et biomédicaments. Puis ensuite, entre avril et décembre, désolé, la date est pour moi 2019, il y a eu les grands défis biomédicaments, avec entre autres le financement de 6 intégrateurs industriels. On était vraiment là sur l'amélioration des rendements et la maîtrise des coûts de production. Et puis, il y a eu, pendant et suite Covid, bien évidemment, là aussi, des appels d'offres et un investissement très fort dans la production de produits thérapeutiques liés en particulier au Covid, mais pas uniquement, et puis il y a ses conséquences sur la résilience de l'économie. Tout ça pour arriver avec une volonté de l'État plus importante et d'aller encore plus loin, avec un plan innovation santé 2030 en juin 2021, et la création de le lancement de la stratégie d'accélération de biothérapie de production en janvier 2022. Alors, en fait, ce plan innovation santé, qui des moyens conséquents, a plusieurs objectifs, 6, dont, entre autres, le soutien des stratégies d'accélération, dont la stratégie biothérapie bioproduction. Les différents objectifs du plan, je ne vais pas rentrer dedans, parce que sinon je ne tiendrai pas mes 5 ou 8 minutes, mais on pourra revenir dessus. Et je ferai quand même quelques petites lumières sur certaines des actions. Et ce plan est aujourd'hui piloté par l'Agence de l'innovation en santé, qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an, en fin d'année 2022. Alors, la stratégie, elle a des objectifs relativement clairs en termes d'indicateurs. Le premier, c'est effectivement, et Jean-Marc l'évoquait tout à l'heure, produire au moins 10 biomédicaments en France. Alors, ça dépend où on se place, si on prend la durée de la stratégie ou si on se place sur une échelle de 2030, mais l'objectif, c'est d'atteindre 20 biomédicaments en France d'ici 2030. Le deuxième, c'est de doubler le nombre d'emplois dans le domaine de la bioproduction.
Et le troisième, c'est d'assurer l'émergence au moins d'une licorne et de 5 ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire et des nouvelles biotech. Et tout ça, bien évidemment, basé sur un écosystème quand même relativement riche en France, mais je ne reviendrai pas dessus. Alors, c'est une stratégie qui a plusieurs objectifs, hein. Le premier, c'est assurer, on va le revoir, mais un flux constant d'innovation en provenance de la recherche académique. Et je pense que Franck parlera de certains des projets qui sont financés dans le cadre de la stratégie. Le deuxième, c'est de développer l'outil industriel afin de passer, bien sûr, à l'échelle de produire sur le territoire national et donc aller vers de l'industrialisation. Troisième, c'est de simplifier, et ça c'est un sujet, et faciliter l'accès au marché thérapeutique innovant. Et le quatrième axe, c'était de renforcer la structuration de la filière, entre autres avec la création d'une alliance qui s'appelle France Biolib. Alors, vous ratez une diapositive, parce qu'on m'avait demandé de préparer quelques slides, vous ratez une diapositive et pour laquelle vous êtes probablement heureux de la rater, mais qui montrait que cette stratégie, elle vise à connecter l'amont et l'aval, c'est-à-dire de partir de la recherche fondamentale et d'aller jusqu'à l'industrialisation. Et donc, dans cette stratégie, qui est une stratégie de 5 ans, copilotée en interministériel, eh bien, nous avons 21 actions, dont 12 sont des actions de financement, et qui partent véritablement de financement de la recherche fondamentale, entre autres avec un programme d'équipement et de recherche prioritaire, EPR, pour aller jusqu'à l'industrialisation. Mais à côté de ces appels d'offres, qui sont soit déjà lancés, soit encore en cours de lancement ou de relève, on a et opéré, on est sur des acteurs académiques par l'ANR ou quand on est sur des acteurs industriels opérés par BPI. Il y a aussi d'autres appels à projets qui sont dans le cadre du plan Innovation Santé 2030, tels que, et pour certains vous avez dû en entendre parler, les appels d'offres des IHU, des appels à manifestation des bioclusters et d'autres encore, l'appel d'offres qui viennent véritablement renforcer la filière de biothérapie bioproduction. Et il n'est pas oublié non plus le besoin de renforcer la France en expertise, pour lesquels il y a un appel à manifestation qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir, pour lequel nous avons un volet dédié spécifique de biothérapie et bioproduction, qui est un sujet qui tient aussi à cœur le LEM, et dont Nathalie parlera peut-être. Alors, au-delà de ces appels d'offres, je dirais, de financement, qui sont fondamentaux et importants, et qui vont jusqu'à l'aide pour développer des nouvelles biothérapies ou des nouveaux process de développement de biothérapie ou encore de production, puisqu'on est vraiment sur une stratégie qui couvre à la fois le développement de la biothérapie, mais aussi les moyens de produire ces nouveaux produits. On a d'autres actions, qu'elles soient dans le cadre de la stratégie ou dans le cadre plus large du plan Innovation Santé dans 2030, qui est à la fois d'anticiper l'impact organisationnel et financier de ces innovations. Parler d'innovation, parler de médicaments thérapie innovante, c'est bien, mais il faut s'assurer qu'on a une capacité derrière au niveau du système de soins de les prendre en considération. Le deuxième aspect, c'est de renforcer la recherche clinique. D'ailleurs, il y a quelques papiers qui sont sortis très récemment, qui nous mettent en 3e position au niveau européen, je crois, dans la recherche clinique, mais on sait qu'on a encore à performer à ce niveau-là, entre autres en mobilisant, en recrutant davantage de patients dans les essais multicentriques, mais pas uniquement. Il y a un autre point qui est d'accélérer et simplifier l'accès au marché. Il y a déjà des efforts de fait à travers les accès précoces, les fast-track, mais là aussi on sait que les agences sanitaires qui arrivent en bout de course d'un développement d'un biomédicament vont devoir intégrer ces nouvelles innovations et évoluer dans leur système, et il y a un travail d'accompagnement à ce niveau-là. Et puis enfin, je crois que cette stratégie et le plan ne pourra fonctionner aussi qu'avec l'ensemble de l'écosystème. Et c'est le rôle, entre autres, de la stratégie, du plan et de l'agence de l'innovation d'embarquer tous les acteurs de l'écosystème que vous représentez et qui vont d'ailleurs, pour certains, prendre la parole. Je vais m'arrêter là parce que je pense que je ne vais pas regarder mon nom. Merci, c'était parfait. Et ça m'a donné 3 questions, mais on les posera peut-être plus tout à l'heure pour avoir le temps de passer les autres exposés. Très bien. Merci beaucoup, Anne. Je vous propose d'enchaîner avec l'exposé de Franck Le Timonier. Franck, vous êtes directeur des technologies de santé à l'INSERM et vous allez nous parler des enjeux de recherche et plus spécifiquement de certains projets de recherche. La parole est à vous. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, ça marche. Alors, comment vous parler en quelques minutes des enjeux de recherche? Je pense qu'il y a
Il y a 4 volets. Il y a un enjeu sur la recherche fondamentale, un enjeu sur la recherche clinique, sur la recherche technologique, mais également on a un enjeu de structuration de la recherche académique. On a besoin de créer des bons environnements, notamment les environnements dans lesquels on sera capable de passer le relais aux collègues industriels et aux collègues de l'innovation, faire en sorte que cette recherche puisse à un moment donné aboutir à des futurs produits de santé. Voilà, donc il y a 4 versants et en 2-3 minutes sur chacun. Alors sur la partie recherche fondamentale, compliqué d'en faire la synthèse. Jean-Marc l'a évoqué tout à l'heure, les biomédicaments, on parle de familles de biomédicaments et il y a un certain nombre de familles et sur chacune de ces familles, ce qu'on entend par famille, ça peut être les vaccins, les thérapies cellulaires, la thérapie génique, les approches ARN, etc. On va avoir des enjeux de recherche fondamentale qui sont très différents parce que ce sont des objets différents. Certains sont dérivés du vivant, d'autres utilisent le vivant pour être produits, etc. Alors, je ne vais pas tous vous les lister, mais par exemple, une des catégories de biomédicaments qui prend une importance importante, ce sont les anticorps thérapeutiques. On en a plus de 100 aujourd'hui sur le marché. Il y a une recherche importante et les équipes académiques françaises sont très présentes côté recherche académique, quand bien même au bout de course. Il y a en tout cas 2-3 ans, on disait qu'il n'y avait aucun anticorps thérapeutique produit sur le sol français. Je ne sais pas si c'est encore vrai, mais on voit bien qu'il y a des enjeux. Et sur ça, il y a des niveaux de maturité suivant le type d'anticorps. Il y a des anticorps qui vont avoir une cible donnée, d'autres qui sont bispécifiques, d'autres qui vont être couplés avec des molécules de chimie, etc., qui ont certains niveaux de maturité pour lesquels on a encore de grands enjeux, notamment sur la partie recherche clinique. Sur la thérapie génique, je crois qu'Alain Fischer reviendra dessus parce qu'il est un éminent spécialiste contrairement à moi. C'est un autre domaine dans lequel on a une vraie présence, une vraie visibilité à l'international côté académique française. Et aujourd'hui, il y a une véritable explosion, plus de 1000 essais cliniques à travers le monde. On a notamment sur la partie des essais cliniques, parce qu'on a su se structurer, je le redirai juste après, depuis pas mal d'années, supporter un certain nombre de premières européennes ou premières mondiales. Mais il y a encore pas mal d'enjeux autour de vecteurs, autour des nouvelles approches d'édition de gènes, l'approche CRISPR, j'utilise là peut-être un mot un peu compliqué, mais qui est une nouvelle façon d'aborder la problématique de correction de gènes. Donc il y a également là des enjeux importants. Et puis on a des choses beaucoup plus émergentes. Alors il y a une famille de biothérapie dont vous avez tous entendu parler avec le Covid, c'est celle des ARN messagers, c'est quelque chose de très récent, avec une recherche qui existe en France depuis longtemps. Alors essentiellement centré sur le cancer, en fait, avant d'être sur l'infectieux, et qui prend encore pas mal d'ampleur et que l'on souhaite accompagner avec un certain nombre de programmes de recherche. Et puis on pourrait également citer un domaine, et c'est le dernier que je vais prendre comme exemple en recherche fondamentale, autour des vésicules extracellulaires, qui est un objet, qui est un candidat biomédicament potentiel, qui d'un point de vue réglementaire aura encore beaucoup d'étapes à franchir, mais sur lequel on a une assez large présente avec une masse critique de chercheurs qui travaillent dessus. Donc, retenir côté fondamental des enjeux qui sont spécifiques à chacune des familles de biomédicaments. D'un point de vue clinique, même chose, c'est-à-dire que suivant le type de biomédicament, on va avoir des enjeux réglementaires, des enjeux de dose, des enjeux qui vont être un peu différents, et sur lesquels... Il y a 8h30. Ouais, à mon époque, c'était 20h. Merci. 22h, c'était dans les toilettes, c'était noir. J'en étais sur les enjeux de recherche clinique, et qui sont des enjeux dans lesquels, alors je ne savais pas, Anne, le chiffre que tu as annoncé sur le positionnement européen, qui bénéficie probablement d'une organisation, d'une structuration. Il y a plus de 20-25 ans maintenant, il y a eu entre les CHU, les CLCC, et notamment l'INSERM, des centres d'investigation clinique avec des modules dits de biothérapie qui ont été mis en place et qui nous permettent d'avoir cette continuité dans le temps et cette expérience passée sur des lieux
distribués, il y en a 12 en France, hein, distribués un peu partout en France, en région parisienne, mais évidemment, mais en province, avec des spécialisations. À Saint-Louis, c'est plutôt les matos, à l'hôpital Necker, ça va être plutôt la thérapie génique sur les maladies rares, etc. Des lieux d'excellence et des lieux d'expertise sur lesquels les différents acteurs et les industriels vont venir. Un enjeu également important sur la recherche technologique. Alors, il y a plusieurs enjeux, mais c'est un enjeu sur lequel on a pu agréger un effort particulier récemment avec un programme d'équipement prioritaire de recherche, un PEPR, autour de la bioproduction. Et notamment en essayant de porter un effort sur ces technologies de production, en les associant à des familles de biothérapie. Historiquement, il y avait un énorme effort qui était fait sur le développement des biothérapies, sans forcément y associer conjointement un effort sur les techniques de bioproduction. Ça aboutissait, par exemple, au fait qu'on a beaucoup d'équipes de recherche académique qui ont développé des anticorps, mais au moment de faire un essai clinique, devaient aller à l'étranger pour trouver des compétences, pour faire des lots cliniques, pour aller sur les essais cliniques, parce qu'on n'avait pas su développer cet aspect-là, et en particulier parce qu'on n'avait pas forcément su développer et de mettre en synergie les forces académiques. Voilà. Et par rapport à ça, il y a eu en 2020 une étude qui a été portée par DC Consulting qui a essayé de cartographier un peu les équipes académiques françaises qui travaillaient sur la biothérapie, celles qui étaient sur la bioproduction. Alors, exercice un peu compliqué côté biothérapie parce que énormément d'équipes qui font de la recherche fondamentale sur une cible, sur un mécanisme biologique, peuvent être amenées à développer une biothérapie sans en être des équipes dites spécialistes du domaine. Mais globalement, on a une grosse centaine d'équipes qui travaillent en France en biothérapie, donc tous les acteurs académiques confondus. Et on en a une cinquantaine qui ont été identifiés sur la bioproduction. Mais si on croise les deux, on a très peu d'équipes. On a une petite quinzaine d'équipes qui conjointement adressent des problématiques de technologie de bioproduction et des problématiques de biothérapie. Voilà, donc un PEPR, Anne l'a évoqué tout à l'heure, a été lancé avec un budget de 80 millions d'euros, donc c'est quelque chose d'assez structurant dans le domaine, a été mis en place pour accélérer le développement de cette recherche à TRL bas, 1 à 4, en ayant cette ligne stratégique d'amener conjointement le développement de biothérapie dans 3 ou 4 familles de biothérapie, avec spécifiquement le développement d'éléments de bioproduction au même moment et en même temps pour essayer d'améliorer en fait notre capacité à ensuite transférer les choses derrière. Donc voilà des éléments de structuration, il y a ce PEPR, et puis globalement, je pense qu'il y a des éléments importants également, ça va être de s'inscrire et de continuer à structurer l'environnement de nos équipes de recherche académique. J'ai évoqué la recherche clinique avec les CIC. On a sur la thérapie cellulaire, depuis 10 ans maintenant, structuré des infrastructures nationales pour fournir des cellules au monde académique. Plus récemment, sur le sujet de la bioproduction, pour accompagner le PEPR sur sa phase la plus aval, a été labellisé des intégrateurs industriels, il y en a 8, qui sont des plateformes académiques qui justement servent à faire des passerelles avec les acteurs industriels pour faire ce transfert de la bioproduction, chaque intégrateur ayant ses domaines de spécialité en termes de biothérapie. Et c'est pour ça qu'on va en retrouver plusieurs sur le territoire. Et puis, il y a également des nouveaux IHU, qui sont des environnements particulièrement intéressants pour organiser ce continuum du fondamental vers la clinique, plus récemment des bioclusters, dont on espère qu'ils nous permettront d'accélérer le transfert industriel, qui est un des éléments, si on va sur le plus aval, sur lequel je pense la stratégie se penche et sur lequel il y a le plus de marge de progression à avoir. On a globalement des financements de la recherche académique qui ont été peut-être trop fragmentés par le passé. On associe un financement à une preuve de concept, et en fait, on passe notre temps à aller de preuve de concept en preuve de concept, avec à chaque fois le temps de retrouver un autre financement. Et il faut qu'on arrive à rendre ça plus fluide pour être plus efficace. Voilà, en quelques minutes, des éléments de cadrage sur les grands enjeux autour de la recherche. Merci beaucoup, Franck. Ces éléments évidemment primordiaux. Je vous propose qu'on enchaîne avec l'intervention du professeur Fischer. Professeur, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous avez été professeur au Collège de France, vous avez dirigé l'unité d'immuno, d'hémato, de rhumato-pédiatrique à Necker.
Vous avez également dirigé le comité d'orientation stratégique d'orientation de la stratégie vaccinale. Et donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je voudrais concentrer l'essentiel de mon bref exposé à la problématique des prix, mais quand même revenir un tout petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'explosion au niveau positif scientifique de biothérapie. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, quand même assez impressionnant. Les anticorps modifiés et conjugués. Je pense que les anticorps conjugués ont un grand avenir en cancérologie. Et les différentes thérapies fondées sur donc, les protéines, les acides nucléiques, les RNAi, juste qui commencent à s'intéresser à des maladies fréquentes. Il y a des résultats probants pour traiter l'hypertension artérielle, pas la maladie la plus rare du monde, et l'hypercholestérolémie. Ce n'est pas non plus la situation la plus rare du monde. Donc on est vraiment dans une explosion de stratégies et de résultats, au moins pour l'instant au stade des publications, et quelques-uns qui sont arrivés évidemment, comme vous savez, au stade de médicaments. Ceci est éminemment positif. Mon regard sur la situation de la France, je suis désolé pour les précédents intervenants, est moins positif que le vôtre. Je considère, et je salue, pour commencer à dire les choses correctement, je salue l'effort de l'Agence d'innovation santé, de France 2030, de l'effort qui est fait en faveur du développement des biothérapies en France. Je ne reprends pas, évidemment, toutes ces mesures sont très positives. Ma réserve relative, nuancée, et ça mériterait des développements plus longs, je pense que la recherche académique dans toutes les biothérapies très brièvement mentionnées à l'instant en France est correcte sans plus, malgré le fait qu'on ait contribué à certaines innovations. Si on regarde par exemple juste un indicateur, qui font les keynote lectures dans les grands congrès de la Société américaine, par exemple, de thérapie génique et cellulaire, dans les grands congrès d'immunologie, il n'y a pas beaucoup de Français, mais vraiment pas beaucoup. Donc je suis un tout petit peu plus circonspect et je pense que, de mon point de vue, mais c'est un autre sujet qui va bien au-delà de la discussion de ce soir, cela mériterait un effort de promotion en France de la recherche, en l'occurrence fondamentale, ou pas strictement fondamentale, translationnelle, mais de mon point de vue n'est pas assez soutenu. Mais c'est un autre sujet. Juste quand même petit bémol donc, par rapport. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer des choses, il y a d'excellentes équipes, mais enfin, la masse critique globale comparée à nos voisins européens, je ne compare pas aux Américains, sans parler des Chinois qui émergent dans ce domaine, et Canada, etc. Un peu préoccupant de mon point de vue. Alors voilà, maintenant j'attaque le problème des prix des médicaments. Certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler. Je suis aussi assez soucieux de cette affaire parce que ça a été mentionné, je ne vais pas être trop long, mais les prix de tous les médicaments innovants, et spécifiquement des biothérapies, mais cela dit, c'est vrai aussi pour les molécules chimiques, allusion par exemple à la trithérapie de la mucoviscidose, particulièrement onéreuse et devra être administrée chaque année à chaque malade. Je vais rester sur les biothérapies, ce sont des prix extrêmement élevés. En domaine de la thérapie génique, ce qui est le moins cher, c'est des carticelles, ce qui est à peu près. Alors moi, je parle en prix facial parce que je n'ai pas accès à d'autres choses que les prix faciaux. Mais enfin bon, ça donne une idée, un ordre de grandeur qui concerne beaucoup de malades. On est un peu en dessous de 400 000 €, quelque chose comme ça, je crois. Juste, il faut savoir par exemple que c'est intéressant en soi et c'est peut-être une piste. À Barcelone, au sein d'un hôpital universitaire, les médecins et les chercheurs de cet hôpital ont développé des carticelles en utilisant évidemment des stratégies légèrement différentes de celles qui sont brevetées, et enfin qui sont tout aussi efficaces, et qui est facturé avec la Caisse de sécurité sociale espagnole à 90 000 €. Ça donne un ordre de grandeur entre 400 000 et 90 000. À mon avis, il y a un souci et un sujet de discussion. Les thérapies géniques qui sortent, l'hémophilia, on ne sait pas encore en France trop, mais aux États-Unis, on est largement au-delà de 2 millions de dollars. Le traitement de la myotrophie spinale, certes une maladie relativement rare et avoisine les 2 millions d'euros, vient de sortir et va être disponible en France une nouvelle stratégie très astucieuse de thérapie génique de la drépanocytose et potentiellement de la thalassémie, qui coûte, je pense, de l'ordre de 1,9 million d'euros environ. Il faut savoir qu'il y a 30 000 malades atteints de drépanocytose en France. Évidemment, c'est une thérapeutique lourde qui implique une hospitalisation des malades. Même si ça coûtait 10 €, il ne serait pas possible de traiter les 30 000 malades dans les semaines qui viennent. Mais néanmoins, il y a quand même, et je ne parle pas de ce qui se passe dans les pays plus pauvres que nous. Mais enfin, bref, je pourrais continuer longtemps de cette façon. Il n'y a pas d'exception, on va dire, à ma connaissance. Tous les médicaments innovants, et évidemment,
ça s'applique aux biothérapies, sont tous extrêmement onéreux, et ce qui pose problème. Alors, si on essaye d'analyser un instant cette situation, je ne suis pas économiste, je peux dire des bêtises, vous me corrigerez si je dis des bêtises. Enfin, il y a un premier problème, c'est que les États-Unis, vous savez sûrement largement, il n'y a pratiquement pas de régulation des prix, et donc les États-Unis tirent les prix vers le haut, et parfois, très haut, j'ai lu récemment dans en moyenne, les prix des médicaments, alors tous médicaments confondus, sont 3 fois plus élevés aux États-Unis qu'en Europe. Évidemment, pour les médicaments, évidemment, ça tire, et ce qui fait qu'il y a certains industriels, Bloomberg, pour ne pas les nommer, qui ont décidé de se retirer du marché européen, ce qui pose évidemment un autre type de problème. Pourquoi les prix sont élevés? Si on écoute l'industrie pharmaceutique avec laquelle je me suis confronté quelques fois, en n'étant pas tout à fait d'accord, ils évoquent 3 points qui sont justes, mais qu'on peut discuter. Le premier point, c'est que ces médicaments, globalement, sont plus complexes, plus sophistiqués que ceux qui ont été développés antérieurement, et c'est pas faux, indiscutable. Donc, en termes de recherche et de développement, les efforts sont plus lourds. Je ferai les réponses à ces points ensuite. Deuxième point, beaucoup de ces traitements concernent des maladies rares, donc des marchés limités, et c'est vrai. Troisièmement, c'est le point le plus important, beaucoup de ces thérapeutiques sont vraiment transformatrices, je ne sais pas comment on dit en français, enfin bref, font que des malades qui n'avaient pas ou peu d'options thérapeutiques se retrouvent avec un traitement, éventuellement mieux fois, peut-être, qui va soit sauver leur vie, soit améliorer considérablement leur qualité de vie. C'est vraiment majeur. Ceci doit être pris en compte. Mais quand même, et puis on peut aussi ajouter l'argument qui est mis souvent en avant, mais qui pour l'instant n'a pas été vu, c'est que les prix baissent avec le temps. Si je reprends ces 4 points, la complexité, etc., c'est vrai, mais je ferai remarquer que sans aucune exception, je dis bien sans aucune exception à ce jour, pour toutes les biothérapies mises sur le marché, dans tous les cas, la recherche jusqu'aux premiers essais cliniques ont été faits par le monde académique, aidé plus ou moins du monde associatif. Ce qui veut dire que derrière la prise de risque industrielle est quand même plus limitée, même si les industriels payent très très cher, achètent l'accès par les bibliothèques à des prix de folie parfois, mais quand même, ça compense un peu. Deuxièmement, la problématique maladie rare. Quand on regarde les prix des différents médicaments en fonction de la fréquence des maladies, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, il n'y a aucune corrélation. Juste pas de corrélation. Ça, pour moi, cet argument ne tient pas. Quant au caractère transformant, qui est solide, néanmoins, il faut être prudent. Par exemple, la thérapie génique de l'hémophilie A, qui va être vendue 2 millions plus ou moins d'euros par malade. Les estimations faites, je me réfère à un éditorial sur ce sujet du New England Journal of Medicine, c'est que la durée moyenne d'efficacité de ce traitement, c'est entre 5 et 10 ans. Il faudra faire quelque chose d'autre dans 5 à 10 ans. Ce n'est pas une guérison. Et on pourrait prendre les enfants avec l'atropie spinale, ils ont quand même des problèmes neurologiques, etc., etc. Donc, ce n'est pas une guérison et les coûts pour le système de santé resteront potentiellement élevés. Néanmoins, il est concevable, j'espère que ça sera vrai, que pour un certain nombre de ces thérapeutiques, il y aura un bénéfice, c'est-à-dire que le coût de la thérapeutique, le prix de la thérapeutique, est moins élevé que le prix de la prise en charge de ces patients pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Ce qui est un point certainement qui mérite d'être discuté, mais je me pense sur. En tant que citoyen, j'ai envie de dire que lorsqu'un tel bénéfice est acquis, la question se pose de la juste répartition entre ce qui doit aller aux actionnaire versus l'intérêt général de la société. Je pense qu'il faut un équilibre. Je ne suis pas sûr qu'on soit à l'état d'équilibre. Et sur le 4e point, baisse des prix avec le temps. De ce que je sais des prix de biothérapie, si on prend des médicaments qui sont commercialisés depuis assez longtemps, comme le traitement, la substitution protéique pour la maladie de Gaucher, ça doit dater maintenant au moins 10 ans, coûte à peu près, je crois, 70 000 euros. Et à ma connaissance, les prix n'ont pas baissé. Donc je suis un tout petit peu sceptique. Donc après, on peut discuter, peut-être dans la discussion après, parce que je ne veux pas être trop long, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire. Je pense qu'il y a certainement, c'est très difficile, parce que c'est une affaire mondiale, évidemment pas une affaire française. Je pense qu'il y a un certain nombre de points de discussion, de propositions, mais je les garde pour la discussion et je m'arrête là en ayant posé le problème. Je suis prudent, mais je suis tout à fait prêt à revenir avec des propositions. Voilà, je m'arrête. Merci. Est-ce possible de faire des commentaires ou pas maintenant? Je vous propose qu'on les fasse plutôt après les interventions liminaires de nos intervenants. Donc, je vous invite à garder bien les questions. Évidemment, la salle. Une proposition très claire pour améliorer très rapidement ce que vous venez de dire. Je précise que les personnes en distanciel pourront aussi poser des questions via le chat si elles le souhaitent. Okay.
Merci infiniment, professeur. Je propose de passer la parole à Fabienne Bartoli, inspectrice générale des affaires sociales, précédemment directrice générale de la Haute Autorité de Santé. Fabienne, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Donc, vous m'avez présenté les enjeux, notamment autour de l'évaluation de ces produits. Oui, alors la HAS a une difficulté particulière. Enfin, dans le système français, il y a une double évaluation. Hein. Il y a une évaluation, on va dire, qui se fait au niveau des agences d'enregistrement, qui s'appelle enregistrement, qui donne l'autorisation de mise sur le marché. Donc en France, c'est la NSM qui est chargée de ça, et en général, pour des médicaments très innovants, pour ceux dont on parle, ça se fait de façon centralisée auprès de l'Agence européenne du médicament. Donc soit la France est rapporteur ou co-rapporteur sur ces dossiers, soit elle est membre du CHMP, qui est la commission de l'AMM européenne, pour pouvoir donner son avis, ses remarques, où la discussion se tient, et on y reviendra, elle se tient de plus en plus rapidement justement pour ces produits. Et puis ensuite, on a une évaluation du service médical rendu et de l'amélioration de ce service médical rendu, qui est rendu aujourd'hui par la Haute Autorité de Santé, qui jadis était logée à l'Agence du médicament, à la Commission de la transparence, hein, qui existe depuis longtemps. Et une fois qu'on a l'ensemble de ces éléments, là, on se dirige vers la négociation de prix avec nos voisins de droite. Donc, voilà le système très rapidement, un petit peu de système français, le cheminement français et européen pour ces produits. Et donc, la difficulté, je ne vais pas revenir sur ce que les précédents interlocuteurs ont largement présenté sur les spécificités de ces produits. La difficulté de ce processus, c'est comme on est un pays très centralisé, il faut qu'il y ait un étalon qui soit absolument indiscutable sur la façon dont on va évaluer ces produits. Et là est la difficulté, évidemment, au niveau européen. De toute façon, ça se fait de façon centralisée et en discussion avec l'ensemble des membres de l'Union européenne, maintenant tous les Anglais, avant ils étaient, la CMRA était à l'intérieur. Et ensuite, la discussion va se faire effectivement à partir majoritairement des données cliniques que l'on va utiliser pour pouvoir faire une évaluation qu'on appelle médico-technique, en français et en anglais, c'est une évaluation de Health Technology Assessment qui a donné lieu à un règlement très récemment qui a été publié en décembre 2021. Et donc, c'est là que réside la difficulté pour ces produits, parce que comme on l'a dit précédemment, très souvent, ça s'adresse à un échantillon de patients qui est plus limité. Comme je le disais précédemment, ce sont des produits très innovants, donc avec une grande attente du côté associatif, soit des patients ou de la communauté médicale. Donc tout le monde est pressé d'aller le plus vite possible. Et c'est vrai que moi qui suis dans ce secteur depuis longtemps, il y a eu clairement une accélération, et en particulier due à ces produits, à ces innovations spécifiques, qui ne peuvent pas bénéficier de grands essais cliniques très larges. Et donc là où on voyait, il y a 15 ans à peu près, on voyait quasiment aucun produit arriver avec une AMM avec des phases 2. On voit arriver des produits à l'AMM avec des phases 2, alors c'est des AMM conditionnels, etc. Et donc, si vous voulez, la grande difficulté maintenant que posent ces produits, puisqu'on parle des enjeux que ça peut poser au système d'évaluation, c'est à la fois évidemment le suivi en vie réelle, c'est-à-dire est-ce que ces produits vont tenir les promesses qu'ils ont montrées, qu'ils ont commencé à montrer, mais de façon extrêmement restreinte par rapport à ce qui se faisait précédemment dans les premiers essais cliniques. Et comment est-ce que aussi on va pouvoir, on a eu ce sujet, j'y reviendrai avec des carticelles en particulier, comment est-ce qu'on va mesurer, comparer entre ces produits alors qu'on a beaucoup moins de données que précédemment. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que pour les autorités sanitaires, que ce soit l'ANSM ou la HAS en France, qui sont en charge de ces évaluations, l'enjeu, ça va être à la fois d'avoir le plus de transparence, le plus de pertinence et bien sûr le plus d'équité. Et ça, on le doit, que ce soit vis-à-vis des chercheurs, vis-à-vis des patients, bien sûr, et notamment, on doit être très attentif aux pertes de chance d'un produit par rapport à un autre, avec ce segment qui est beaucoup plus restreint que ce dont on disposait précédemment. Et donc,
La grande difficulté, évidemment, elle est exactement dans ce nœud-là. Euh, et on a eu plusieurs exemples, en effet, où on a été obligé de, comment dire, d'avoir des échanges avec la communauté médicale, en particulier parce que les essais cliniques se déroulent là, donc c'est une certaine caisse de résonance de tous les investissements, de tous les efforts qui ont été faits pour que le produit puisse arriver à la phase de l'évaluation. Et donc, c'est très compliqué d'expliquer comment on utilise une méthodologie rigoureuse qui est la seule garante de cet étalon, de cette comparabilité, de cette équité vis-à-vis de chercheurs qui vont passer beaucoup de temps sur un segment avec des types de patients particuliers et qui, pour eux, évidemment, ils sont hyper spécialistes de ce segment. Ils sont évalués par des gens qui sont forcément moins spécialistes. Donc, on ne parle même pas d'histoire. Je ne rentre même pas dans les histoires de déontologie, de conflits d'intérêts, etc. L'enjeu pour les institutions comme la NSM et la HAS, ce sera d'avoir cette rigueur, cette solidité d'évaluation que l'on doit à la fois aux soignants et aux patients. Et effectivement, c'est là que se situe tout le nœud, et c'est là, si vous voulez, je pourrais y revenir peut-être dans la discussion pour ne pas trop allonger le temps de présentation, mais qu'on a eu quelques exemples où on a réfléchi justement à pouvoir donner un signal suffisamment clair justement à nos collègues du comité économique des produits de santé pour leur permettre comment dire, une discussion fructueuse en termes de comparaison des produits qui vont arriver dans un même segment thérapeutique. Merci beaucoup, Fabienne. Et donc, du coup, je vous propose de poursuivre avec l'intervention de Philippe Bouillou. Donc, Philippe, vous êtes président du comité économique des produits de santé. Je me suis dit qu'on allait faire comme à la télé. Et donc, mais... Il y a personne, c'est interdit hein, dans ces lieux. Hein. C'est bon, je t'en prie. Je suis très embarrassé pour plusieurs raisons. Outre le vouvoiement, le premier, là, première raison, je vais le dire pour ceux qui nous regardent, c'est extrêmement compliqué ici, surtout quand on est en bout de table. Parce que s'adresser à vous revient, de notre point de vue, à regarder une télé qui en fait est un miroir. Donc, je ne sais pas si certains ici ont l'habitude de s'entraîner en parlant devant leur miroir. Personnellement, je ne suis jamais livré à cet exercice. Donc, si assez rapidement je détourne le regard pour m'adresser à la salle, je demande de m'en pardonner. Bon, troisième ou deuxième raison d'être, troisième avec le vouvoiement, d'être embarrassé, ce que j'ai prévu de faire, c'est de vous synthétiser l'article que j'ai co-signé avec le vice-président pour le médicament du CEPS, Jean-Patrick Salle. Et puis, en écoutant les différents intervenants, Fabienne, mais également beaucoup le professeur Fischer, j'aurais tendance à plutôt me focaliser sur la réponse à ce qui a été dit. Et en plus, je pense qu'il y a une deuxième salle qui est prévue, c'est ça, de commentaires sur le prix. Bon. Mais Dans l'analyse, je ne vais pas plus loin. Bon, mais je ne vais pas m'engager là-dessus parce que quand même, ce qu'on a mis dans l'article qui est publié ici, ça explique quand même ce que l'on fait à l'heure actuelle au CEPS, quels sont les enjeux, les difficultés. Et c'est sans doute un préliminaire avant d'être dans un débat sur ce que l'on pourrait ou ce que l'on devrait faire. Bon, mais c'est pas tout, je suis embarrassé aussi. Enfin, non, il y a un embarras que je pense avoir surmonté. C'était mon embarras. Oui, la télévision. C'était mon embarras initial quand Bernard m'a suggéré cet article parce que le fait d'écrire sur la tarification des biothérapies est assez compliqué en soi parce qu'il n'y a pas de doctrine au CEPS pour tarifer spécifiquement les biothérapies en tant que telles. Et notamment, il faut savoir qu'au CEPS, on ne tarifie pas en fonction d'un mode d'action, on ne tarifie pas en fonction d'un mode de production ou d'un coût de production. En France, le principe, c'est la tarification en fonction de la valeur thérapeutique. C'est même écrit dans la loi,
c'est notre critère principal. Il y en a d'autres, mais c'est notre critère principal, c'est la valeur thérapeutique, une valeur relative. Le premier critère cité dans la loi, c'est l'ASMR de la HAS, de la commission de transparence, qui donne une valeur relative par rapport à un comparateur ou dans le cadre d'une stratégie thérapeutique qui préexiste aux médicaments que l'on va tarifer. Donc face à cette difficulté, donc l'angle qui a été suivi dans l'article d'Anal et que je vais adopter comme approche ici, c'est d'évoquer ce que donnent les méthodes générales de tarification du CEPS confrontées aux caractéristiques spécifiques des biothérapies. Voilà, c'est cet angle que je vais suivre. Alors, il y a 3 parties dans l'article. Le premier, c'est logique. Je pense, le premier point, c'est de parler de tarification. Ensuite, je parlerai de régulation. Sans prétendre du tout à l'exhaustivité par rapport au sujet qui se pose à nous avec les biothérapies. Le premier sujet vient du fait que la tarification au CEPS se fait par indication. C'est une indication pour un produit. C'est ça que l'on tarifie et pas un produit en lui-même. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une remarque générale, hein, qu'après je vais spécifier. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités pour les laboratoires d'adopter une stratégie qu'on peut qualifier de segmentation, voire de sursegmentation par indication, voire par sous-indication. Je donne l'intuition, mais je pense qu'elle est assez simple, c'est que dès lors qu'on doit commencer par une indication, le plus avantageux du point de vue du laboratoire, c'est de se tourner peut-être d'abord vers une indication où on peut être assuré d'avoir plutôt la meilleure valorisation, de manière à pouvoir éventuellement viser une forme d'ancrage dans les négociations ultérieures quand se présenteront des indications, soit avec des comparateurs alors que la première n'en avait pas, soit avec des comparateurs moins onéreux, soit avec une ASMR moins favorable. Bon, c'est de bonne guerre. D'abord, tout n'est pas tactique. Hein. Il y a quand même aussi la recherche qui s'est développée pour d'autres bonnes raisons. Mais c'est une stratégie qui est possible de manière générale pour des produits innovants et pour lesquels, en fait, les biothérapies constituent un champ qui est encore plus propice à cette démarche. Notamment, on a parlé d'anticorps monoclonaux. Enfin, quand on s'attaque à une cible particulière qui peut être commune à plusieurs pathologies. Donc voilà, ça c'est un des premiers défis auxquels on peut être confronté, et ça suppose, de notre point de vue, d'adopter une stratégie spécifique de négociation et de conception de nos contrats en retour. Un deuxième sujet, là je restreins encore le champ, on a mentionné le cas des thérapies géniques et des demandes, je dirais pas exorbitantes, mais très élevées qui nous sont adressées. Et de notre point de vue, c'est un défi qui ne tient pas tant à ce que sont les thérapies géniques, mais au fait que, pour l'essentiel, on parle d'administration unique. Et voilà, face à justement, en théorie, pas... Mais sur le principe, si on accepte la théorie, c'est une administration unique, ça c'est un sacré challenge parce qu'on va avoir des comparateurs, tant que le champ n'est pas encombré d'autres thérapies géniques, mais on va avoir des comparateurs qui sont des traitements au long cours. Donc voilà, ça suppose des outils particuliers pour traiter cette difficulté-là. Alors, de ce point de vue, les outils ou les leviers qu'on peut utiliser et qui ont été clairement identifiés au niveau conventionnel dans les négociations avec le LEM, c'est le recours à des outils fournis par la HAS avec l'évaluation médico-économique, ou plus exactement l'avis d'efficience formulé par la CESP sur les évaluations médico-économiques des entreprises. Et un deuxième outil, on a parlé de données empiriques, on a parlé tout à l'heure, c'est le recours à partir de données en vie réelle à des contrats de performance.
Pour nous, les contrats de performance, conventionnellement, quand on a discuté avec les LEM, on avait parlé de contrats de gestion de l'incertitude. Et l'incertitude que l'on avait en tête, c'est la transposabilité du résultat des essais cliniques à une application à des données en vie réelle. Alors, bon, et notre attirail d'outils, notre boîte à outils s'est enrichie récemment d'un article du PLFSS 2023, l'article 54, qui en principe traite essentiellement des modalités. Et les modalités, c'est pas tout à fait indépendant du résultat que l'on peut porter sur l'appréciation de la valeur. Avec tout cela, et puis le fait qu'on a des dossiers qui sont déposés devant le CEPS, on a plutôt pas mal progressé au cours des 2 dernières années, c'est-à-dire qu'on sait maintenant définir une architecture d'accord qui peut marcher. On perd pas. S'il arrive une thérapie génique de demain au CEPS, on sait qu'on ne va pas passer une année à essayer avec l'entreprise d'inventer la façon de le tarifer. On sait à peu près où l'on va, on a beaucoup progressé en matière d'architecture type de l'accord et sur un certain nombre d'aspects pratiques. Ça, c'est bien. Ce qui est moins bien, ou ce qu'il nous reste à faire, c'est que à travers cette approche que l'on a eue et qui est une approche essentiellement pragmatique, on ne prétend pas avoir tranché les débats sur la valeur que l'on est prêt à accorder et à payer pour ces produits, d'où les débats que soulève le professeur Fischer. Ensuite, même du côté des entreprises, nos solutions pragmatiques, on n'est pas encore tout à fait sûr aujourd'hui que le résultat soit acceptable. Aujourd'hui, et notamment avec le recours au contrat de performance, on ne fait plus de prix facial. Donc le list price, les entreprises sont très attachées parce que c'est ce qu'elles affichent à l'international. C'est à travers ce prix officiel que chaque pays apporte une reconnaissance de l'innovation apportée et qui est publique. Quand on a un contrat de performance, il n'y a plus de prix facial. Ça fait partie des difficultés. Et puis, on a d'autres difficultés pratiques qu'on découvre au fur et à mesure. Certains s'y attendaient et il a fait référence. On va se retrouver, on a une efficacité théorique ou annoncée ou revendiquée très longtemps. Et si c'est pas aussi bien? Et si on a payé pour une administration unique censée avoir un effet sur, alors la CESP nous appelle à la prudence en disant la vie entière, bon, c'est peut-être raisonnable de s'en tenir à 10 ans, de là le degré d'incertitude est trop élevé. Mais même si auparavant on a une forme d'échec qui consiste à devoir passer à un co-traitement, à revenir à un traitement au long cours, quand on a payé comme si c'était pour une durée beaucoup plus longue, comment on fait? D'autre part, les contrats de performance, on est tous pour, je pense. Ça soulève quand même pas mal de questions pratiques. D'abord, il y a la question de la pertinence des jalons que l'on va fixer pour définir des échecs ou des succès partiels ou complets. Et ensuite, il y a d'énormes problèmes de disponibilité des données, de capacité à les avoir, à les générer, à assurer la continuité. Là, on a des négociations en cours, tant sur la question des perdus de vue, la question des patients qui vont refuser de figurer dans le registre. Comment on fait? Donc ça, c'est des choses qu'on arrivera à régler. Mais c'est pour dire que la pratique est très complexe. Et face à cela, un des gros défis que nous avons, c'est d'arriver à ne pas construire des usines à gaz. On voit bien comment ça se passe, les discussions. On veut être le plus propre possible. Et si c'est pour faire une magnifique usine à gaz qui est très propre en théorie, mais qui fait que finalement on ne générera pas de résultat, on va être embêté. Donc ça, c'était un premier point, une première partie sur la tarification. La deuxième mission du CEPS, c'est de faire de la régulation. Bon, la régulation, c'est la façon polie de venir vous voir et de dire il faut baisser les prix. Disons la régulation. Le contexte aujourd'hui, ça a été dit aussi, c'est qu'on est confronté à une vague, certains disent un tsunami de produits innovants et plus chers les uns que les autres, ou avec des revendications plus onéreuses pour les uns que pour les autres. Bon, notre mission, notre mission, c'est quand même de valoriser l'innovation.
et cela de manière générale. Et de manière générale, on a dans notre arsenal conventionnel un certain nombre de dispositions et qui visent en particulier à accorder à des produits qui ont été reconnus d'ASMR 1 à 3, non seulement un niveau de prix en rapport, c'est-à-dire une valorisation par rapport aux comparateurs moins bien jugés, mais également un avantage de stabilité conventionnelle. Et la stabilité, ça veut dire qu'on ne baisse pas le prix tout de suite. Enfin, on donne un certain temps de stabilité, certes conditionnée. Enfin, ça protège un certain temps des gaz. Alors, pour les biothérapies plus spécifiquement, on doit valoriser l'innovation, la reconnaître, la payer. Ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est que c'était les produits qui étaient propices à une segmentation par indication. Ça prend des proportions dans certains cas. Moi, j'ai perdu le compte du nombre d'extensions d'indications de Keytruda. Si on est à 17, à 19, théoriquement, ça fait une négociation à chaque fois. Donc, le fait que ça nous prend du temps, vous imaginez la complexité du contrat que l'on passe derrière. Et du coup, même avec une grande vigilance vis-à-vis d'effets d'ancrage, fait qu'on fixerait une première indication très chère et après on aurait beaucoup de mal. Même avec beaucoup de vigilance là-dessus, même avec des négociations rudes, et je peux vous dire qu'elles le sont, on se retrouve avec des postes de dépenses dont le dynamisme est considérable. Hein, allez, je continue. Là, ça mérite d'en citer d'autres. Et c'est un très bel exemple. Derrière, il y a une logique, hein, il y a une raison. Enfin, je ne sais pas quel est l'âge du produit en France, mais on en est là, de l'article dit 1,5 milliard. Un médicament, 1,5 milliard. Alors, c'est du brut. Sachez que derrière, il y a pas mal de remises. Pour Keytruda et pour les autres, il y a pas mal de remises. On ne peut pas tout avoir parce qu'on progresse dans l'opacité, on n'en est pas très fiers. Mais c'est avec cette opacité qu'on a aussi une forme de contrainte sur la dépense. Donc 1,5 milliard, c'était le chiffre 2022. Je n'ai pas le chiffre 2023, mais sachez que, outre le dynamisme des indications précédentes, il y a eu des extensions d'indications et ça va continuer. Eh bien, mais c'est un vrai souci. Du coup, ça pose une question sur la régulation qui consiste à se dire, est-ce qu'il ne faut pas réguler par classe? Pas forcément les biothérapies, mais il y a eu une première tentative dans le PLFSS 2021, c'était on fait une régulation pour les biothérapies, les droits. Bon, ça n'a pas marché. Hein. Levé de bouclier, le gouvernement a retiré sa copie. Il a attendu 1 an, et puis l'année après, on est revenu avec là, c'était plus directement les immunothérapies, c'était les classes les plus dynamiques, la croissance la plus forte. On retrouvait bien en premier lieu les immunothérapies. Ça n'a pas marché non plus, ça a été retiré. C'est des sujets budgétaires qui sont complexes. Donc, on a mis quelques garde-fous sur la dépense, et puis on reste dans la logique d'une régulation au cas par cas, qui est forte et qui est négociée au passé. Alors, face à tout cela et en changeant de registre, pour terminer, puisqu'on parlait des médicaments qui arrivent et qui sont les plus nouveaux, les plus innovants, sur les biothérapies, on a maintenant et de plus en plus, il faut le souhaiter, le cas des biosimilaires, la situation des biosimilaires. Donc là, je ne vais certainement pas à l'oral et déjà même dans l'article rentrer dans le détail, mais simplement signaler l'importance de l'enjeu. On commence à avoir, et on va avoir, des pertes de brevets sur des biothérapies. Ce n'est pas anecdotique, là on a sur la DMLA, on a 2 produits qui sont produits phares aujourd'hui, à eux deux, ils font 800 millions d'euros. Donc l'arrivée des biosimilaires, la règle, hein, c'est qu'on baisse le prix du produit de référence de 20%, et puis le biosimilaire arrive, lui, à moins 40% par rapport au prix antérieur. Donc, vous voyez, on parle tout de suite d'ordres de grandeur qui sont importants. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à bien gérer ces arrivées, ces phases de perte de brevets et d'arrivée de biosimilaires. Et l'un des bénéfices, enfin, au-delà du bénéfice direct, ça fait tant de millions, etc., du point de vue de la logique de notre régulation, si on arrive à bien traiter, je regarde le miroir, si on arrive, pardon, je suis désolé,
si on arrive à bien gérer ce sujet, c'est une façon de, je ne sais pas si c'est de sauver ou de préserver ce qui était quand même la logique initiale de la régulation et des baisses de prix. C'est qu'on fait baisser le prix de médicaments anciens ou vieux, et c'est comme ça que ça fait un peu plus de place pour financer les innovations. Or, aujourd'hui, cette logique simple, en fait, elle se complexifie année après année. Parce que les médicaments anciens, la grande majorité, c'est quoi? C'est des produits qui sont matures, qui sont souvent des produits essentiels, et sur lesquels on fait des baisses de prix année après année, donc ils ont des marges faibles, et on a des préoccupations croissantes de sécurité d'approvisionnement, de souveraineté sanitaire. Donc, aller chercher les baisses sur les produits matures, ça devient d'autant plus compliqué. Donc, il est important que sur des biothérapies qui commencent à avoir quelques années, on soit capable d'obtenir des baisses de prix, d'avoir un gisement d'économie. C'est déjà un peu, ou même sérieusement le cas pour les produits hospitaliers, où la concurrence joue à travers les achats, hein, les marchés publics. C'est beaucoup moins le cas en ville, et c'est beaucoup moins le cas en ville parce qu'on n'a pas une substituabilité comme ce que l'on peut avoir pour les génériques. Donc là-dessus, le sujet est difficile, il y a des intérêts forts, et je ne m'apesantirai pas. Bon, il y a eu une volonté d'accélération que l'on retrouve notamment dans le PLFSS 2024. Donc le sujet est devant nous. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Et encore une fois, je présente mes excuses au miroir. Merci infiniment, Philippe. Je vous propose qu'on poursuive le tour de table et qu'on termine même avec vous, Nathalie Manot. Vous êtes la directrice innovation du LEM. Alors, on a laissé une large part aux industriels dans la revue qui puissent s'exprimer, notamment au LEM. La parole est à vous. Ok, merci. Alors, je vais essayer de reprendre tout ce qui est dit en essayant de ne pas me focaliser sur le prix uniquement, parce que je vais essayer de voir si j'arrive à répondre à un certain nombre de sujets. Je vais repartir de ce qui a été dit au début, c'est-à-dire que la stratégie d'accélération, il y avait quand même un enjeu d'attractivité, de souveraineté et de compétitivité sur le territoire. Donc, je remets dans ce contexte parce que du coup, je vais essayer de suivre ce parcours, en fait, ce chemin de développement. D'abord, quelques constats, en fait. Parce que, alors, je vais pas revenir sur des chiffres que vous avez tous donnés, je vais essayer de m'appuyer sur des chiffres que nous, on a récemment analysés, qui sont des chiffres. On a regardé un peu quelle était la part des biothérapies dans les développements, dans ce qui a été approuvé récemment, au niveau Europe et US, et la part de ce qu'on attend pour demain. Et en fait, on tombe sur un chiffre qui est stable, qui est de 40%. C'est-à-dire qu'on n'a pas un tsunami non plus. En tout cas, alors on se fie sur des phases 3, on n'est pas ce qui est proche du marché, c'est-à-dire ce qui va sortir d'ici 2027. On n'est pas sur un tsunami pas possible. Les anticorps restent majoritaires, c'est-à-dire que ça représente une part qui est plus de 70%, et de cet ordre-là. Donc ça justifie tout à fait, cette part des biothérapies montre que c'est quelque chose qui s'installe dans le paysage. C'est quelque chose qui s'installe dans le paysage. Et quand on a regardé un peu plus en détail entre ce qui vient d'être approuvé et ce qui potentiellement va arriver demain, comment ça a évolué, et ben on retrouve ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on retrouve une arrivée des biosimilaires, donc qui est présente, parce qu'on a pas mal de développements cliniques qui portent sur des biosimilaires. Et puis on retrouve les thérapies géniques et cellulaires et les oligonucléotides qui, d'ici 2027, en tous les cas, d'après les développements qu'il y a, vont irriguer la quasi-totalité des aires thérapeutiques. Donc on va avoir quelque chose qui va arriver, qui va modifier, sans être un tsunami, ça va quand même modifier globalement ce qu'il va y avoir. Alors du coup, ça repose toute une série de questions et que vous avez tous évoquées, mais je vais essayer de les reprendre en fait. Si je me fixe sur notamment ce qu'on appelle les thérapies géniques et cellulaires, ça va arriver sur des maladies qui étaient, vous l'avez tout dit, qui étaient jusque-là pas forcément, la plupart incurables, avec un développement clinique particulier, avec une production qui pose un certain nombre d'enjeux et de difficultés, et des modes d'administration qui sont aussi particuliers et qui posent après des questions de prix et des questions d'équité. En fait.
Si je me plie sur le premier, sur la partie recherche clinique, enfin en tous les cas attractivité de la recherche clinique, pour nous, enfin, du point de vue industriel, c'est un enjeu. C'est la première étape de l'accès des patients à l'innovation. C'est ce qui va faire en sorte que les traitements vont être disponibles rapidement. C'est ce qui va favoriser ensuite une implantation de production sur le territoire. C'est ce qui va favoriser le fait qu'on va le retrouver sur le territoire. Donc, vous l'avez dit, ça a été expliqué par Madame Bartoli, en fait, effectivement, ces nouvelles biothérapies, elles posent un certain nombre de questions et on a parfois des phases 1-2 qui sont fusionnées. Ça pose un certain nombre de sujets. On a peu de patients, on n'a pas de comparateurs, on a des méthodologies d'essais cliniques qui sont compliquées, qui sont nouvelles, qui demandent des adaptations. Ça demande aussi de se concentrer sur quelques centres spécialisés qui sont capables de mener cette recherche. Et quand on regarde, alors je vais essayer de le regarder, vous avez eu des propos parfois négatifs, parfois positifs sur l'attractivité de la France. Les essais cliniques, la localisation des essais cliniques sur ces médicaments de thérapie innovante, c'est 54% aux US et on est à moins de 20% en Europe. Donc en fait, l'Europe est en train de perdre du terrain et c'est pas simple. Alors, si j'essaye de voir maintenant le côté positif, alors côté européen, la France, elle est au 3e rang. On a sorti une étude très récemment, pas plus tard qu'aujourd'hui, je crois d'ailleurs. Elle a été rendue publique. Et pour l'oncologie, on est même au 2e rang. Après, on peut regarder d'autres niches, c'est-à-dire que on a un certain nombre de domaines sur lesquels on est très spécifique. On s'est amusé à regarder certains sujets, alors ça va être très technique, on a regardé notamment ce qui était les quartiers, en fait, et les quartiers halogéniques. Il y a très peu d'essais qui sont menés au niveau mondial, principalement aux US, il y a une quinzaine d'essais cliniques. Et quand on regarde plus finement, quand ils ont un pied en Europe, il n'y en a que 3 qui ont un pied en Europe. Et ceux qui ont un pied en Europe impliquent systématiquement la France. Soit la France seule, soit la France et les Pays-Bas, soit la France et, je crois que c'est l'Espagne. Ce qui veut dire qu'on a des niches, en fait, sur lesquelles on a une extrêmement grande attractivité. Et donc, en fait, la France, elle a quand même des atouts à jouer, parce qu'elle a des infrastructures de soins qui sont de qualité, des infrastructures qui existent, elle a une expertise en termes de recherche médicale, qui fait que sur certaines niches, elle reste attractive. On a une structure particulière, notamment en oncologie, qui fait qu'on arrive à être attractif. Et puis, on a des récoltes de données cliniques, de données de vie réelle qui existent avec des registres, je pense au registre Descartes notamment, qui font qu'on a quand même des choses sur lesquelles on peut capitaliser et sur lesquelles c'est important de capitaliser. Alors, par contre, dans le côté qui est un peu moins positif, c'est que toutes ces médicaments de thérapie innovante, ils ont une complexité, c'est qu'ils sont rangés sous la bannière OGM. Donc, évidemment, il y a une réglementation européenne qui s'applique puisqu'on est sur de l'OGM, donc ça demande des autorisations spécifiques, un agrément du ministère. Et on a rajouté une couche en France qui complexifie la vie, qui est une autorisation du Haut Conseil des biotechnologies pour l'importation et l'exportation d'échantillons biologiques, qui va rajouter du délai pour les autorisations d'essais cliniques. Alors ça a l'air de rien, ça peut rajouter jusqu'à 3 mois en fait de délai. Et quand on regarde un petit peu l'attractivité de la recherche clinique côté français, on s'aperçoit que l'attractivité de la recherche clinique en Europe, pardon, on s'aperçoit que c'est l'Espagne qui tire le haut du pavé, qui est extrêmement attractif, qui a fait d'énormes efforts pour attirer des essais cliniques sur son territoire. Et finalement, l'Espagne est en tête et le délai de contractualisation en Espagne, c'est 79 jours. Le délai de contractualisation en France, c'est 79 jours. En Espagne, c'est 60 jours. Donc quand on rajoute 3 mois, ne serait-ce que là-dessus, on se retrouve... C'est 60 jours. La contractualisation, juste la contractualisation. Je me fie sur la contractualisation. Et en France Et en France, la totalité du délai, c'est en moyenne 160 jours. Donc en fait, au total, en fait, si on tient compte du début jusqu'à l'inclusion du premier patient, en fait, c'est 160 jours. Donc en fait, c'est quelques 3 mois. Alors le ministère dit on peut arriver à réduire à 15 jours, mais même 15 jours, ça peut jouer. Quand un industriel décide d'ouvrir un centre, il va chercher là où il va pouvoir aller le plus vite, là où la recherche va être la plus efficace, là où on va avoir des centres qui ont une certaine expertise.
et là où ils vont inclure des patients assez rapidement. Donc ces délais-là vont jouer sur l'endroit où on va implanter cette recherche clinique. Et évidemment, là où la recherche clinique et les essais cliniques sont implantés, ça va drainer tout le reste derrière. Ça va drainer des partenariats de recherche, ça va drainer tout un certain nombre de choses qui sont importantes en termes d'attractivité, en fait. Alors, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, et peut-être ça va répondre à un certain nombre de points, c'est qu'en fait, si je prends l'exemple des CAR-T, on part des thérapies géniques à base de cellules de lymphocytes T, on va dire. On passe d'un produit classique à produire, qui est un produit générique, à un process où on va avoir une fabrication sur mesure. Ça change totalement la façon de faire, en fait. Et en plus, ça implique tout un process qui est complet et qui va demander d'organiser correctement et que ce soit bien organisé au niveau des services hospitaliers. C'est-à-dire qu'on va avoir un patient qui va arriver, on va avoir un prélèvement par une unité d'apharèse, le prélèvement va être récupéré par une unité de thérapie cellulaire, il va être transféré à un site de production industrielle. Ce site de production industrielle qui va faire la reprogrammation avec ses vecteurs viraux ou avec je ne sais quoi, qui va faire toute l'assurance qualité, etc., qui va ensuite s'assurer de la notification des cellules, et qui va le renvoyer vers l'hôpital dans la même unité de thérapie cellulaire ou vers la pharmacie interne de l'hôpital, pour ensuite pouvoir l'administrer au patient. Et avant ça, lui faire une chimiothérapie qui va permettre de faire l'administration correctement. Donc en fait, il y a besoin de coordonner tout un grand nombre de structures, et ça, c'est également un enjeu qui est important, c'est-à-dire toute cette organisation avec des coûts, évidemment, des coûts qui sont importants, des coûts pour tout le monde, hein, des coûts pour l'hôpital, des coûts pour le fait de produire un médicament qui est quasiment du sur-mesure pour un patient. Et c'est pas négligeable, et peut-être il y a besoin d'avoir des centres experts en termes d'organisation et une décentralisation d'un certain nombre de choses, de ces centres d'action de ces centres experts, parce qu'on ne va pas multiplier non plus tous les endroits où on va pouvoir faire tout ce processus extrêmement complexe, mais aussi de s'assurer que les patients ont un accès. On rejoint ces problèmes d'équité que vous évoquiez, s'assurer que les patients puissent avoir accès à ces éléments-là. Le quatrième point qui est important, c'est évidemment le parcours du patient, puisqu'il faut que le patient puisse avoir accès. Et ça, c'est des choses qui doivent être en tous les cas traitées et administrées, c'est-à-dire le patient, comment il est adressé, comment on suit son parcours, et comment on va l'avoir, et comment on le suit après. Parce que vous l'avez dit, on est sur des sujets d'innovation. Aujourd'hui, il y a ces thérapies qui sont développées. Donc, on se dit, ces thérapies, il y en a certaines qui ont la promesse de guérir totalement, mais il faut quand même qu'on fasse un suivi et qu'on s'assure dans la durée de la continuité. Donc, il y a des registres à tenir, et là, il y a un investissement, malgré tout, des industriels sur la tenue de ces registres qui doivent exister, qui doivent être le plus coordonnés possible au niveau national, voire au niveau européen, parce qu'on est sur des petits échantillons. Donc, si on arrivait à avoir des registres qui soient bien coordonnés, interopérables, et qui fonctionnent correctement entre les différents échelons, ça nous aiderait aussi à avoir des volumes et des données de patients qui soient suffisamment robustes pour ensuite avoir des évaluations qui puissent se faire correctement. Donc, ça, c'est sur cette partie-là. Après, l'autre enjeu qui est important, et vous l'avez souligné aussi, c'est toute la filière bioproduction. C'est-à-dire, il faut les produire, ces thérapies, en fait. Effectivement, quand on avait regardé les 154 AMM qui existaient sur les médicaments biologiques, il n'y en avait que 11, ou maintenant peut-être un peu plus, qui étaient produits sur le territoire français. Il n'y a que 3% des anticorps monoclonaux qui sont consommés en France qui sont produits, 95% des biothérapies consommées qui sont importées. Ça demande pour parvenir à monter en grade et à atteindre les objectifs qui ont été fixés par le président, de transformer, d'adapter l'appareil de production français sur ces thérapies-là, de faire des montées en compétences. Et c'est bien toute l'ambition de la stratégie d'accélération. Et on est content qu'elle soit mise en place. Et en plus, la création de France Biolide, qui permet effectivement d'aider à structurer une filière dans le domaine et qui va être important. Alors, du coup, les enjeux pour doubler la production, pour nous, c'est déjà... parce que ça a un impact sur le coût, c'est de diminuer les coûts de production et d'accroître l'attractivité là-dessus. Les coûts de production,
Juste une petite incise là-dessus. Sur les médicaments classiques chimiques, on va dire, c'est presque négligeable en fait sur le prix d'un produit. Quand on est sur des biothérapies, ça représente une part qui est extrêmement importante de ça. Je pourrais vous donner quelques éléments chiffrés après, mais ça représente une part qui est loin d'être négligeable. Alors, si je reviens juste sur la filière de bioproduction, en France, c'est une filière dynamique. C'est-à-dire qu'il y a des investissements qui ont été faits et qui sont faits dans la bioproduction des médicaments. Il y a eu des annonces exceptionnelles, ça représente quand même entre 50 et 66% des annonces exceptionnelles qui ont été réalisées par les industriels. Donc, il y a eu des investissements de Novo Nordisk, il y en a eu de Sanofi pour produire des vaccins, il y en a eu de LFB, enfin voilà, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a eu des annonces et ça représente un volume important d'annonces. D'après les données qu'on a consolidées avec France Biolide et avec l'AIS, on a aujourd'hui 52 sites de bioproduction en France et 31 CDMO, c'est-à-dire des sous-traitants de la bioproduction, ce qui fait qu'on est un des pays d'Europe qui a le plus de CDMO au niveau français. C'est à tempérer avec le fait que c'est pas forcément des gros producteurs, c'est pas forcément des gros sous-traitants, ils sont plus petits que dans d'autres pays. Malgré tout, on est en train de monter en puissance. Donc, si on regarde, en fait, on s'est amusé à regarder, en fait, par les nouvelles AMM sur la période 2017-2022, pardon, les AMM qui ont été obtenus pour produire sur le territoire, la France, elle est au 4e rang. Elle est au 4e rang, après l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas, et elle est à égalité avec la Belgique et le Danemark. Donc, c'est pas glorieux. Et on a probablement eu un retard à l'allumage parce qu'il n'y avait pas de politique industrielle. Enfin, la politique industrielle était beaucoup plus faible que dans d'autres pays et qu'on avait une filière qui était probablement moins structurée que dans d'autres pays. Néanmoins, et en plus, on avait en France, la France était reconnue pour l'excellence de ses startups et pas forcément pour sa bioproduction et pour sa performance en bioproduction. Donc, on voit qu'on est en train d'infléchir quelque chose, mais ça va pas se faire en un jour. Donc, il va falloir laisser un peu de temps. Et il va falloir continuer à capitaliser et ce temps de latence, on l'a aujourd'hui un petit peu, mais néanmoins, on voit que la dynamique est là, en fait. Et qui plus est, ce qui a été fait à travers France Biolide, ça nous permet quand même d'accroître la visibilité et d'aider à la structuration de la filière bioproduction côté français, qui est quand même un enjeu industriel important dans ce triptyque qui avait été présenté au début, qui était quand même l'enjeu de souveraineté et d'indépendance, en fait, au moins de l'Europe. C'est quand même quelque chose qui est important. Les besoins en formation, c'est pareil. On peut constater qu'en termes de formation initiale, on a une grande richesse de l'écosystème. Sur la formation continue, il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en œuvre et qui permettent aujourd'hui d'avoir une offre qui est relativement complète. La difficulté qu'on va avoir, c'est combien on va avoir besoin de former de techniciens, d'ingénieurs, dans quel territoire. Et ça va être le challenge qu'il va falloir qu'on adresse, c'est-à-dire qui former et où. Voilà. Alors, pour essayer de répondre sur la partie prix, alors je vais essayer de reprendre. Je ne vais pas répondre sur tous les sujets, mais je vais essayer de voir. En fait, alors peut-être il y a eu des réponses qui ont été amenées. Sur la partie prix, pour nous, il y a deux objectifs du prix. D'abord, c'est d'amortir les coûts de la R&D et puis de pouvoir réinvestir dans l'innovation, en fait. Alors, il est vrai que, forcément, l'innovation, elle vient de la recherche académique, puisque la recherche, c'est elle qui adresse les gens. Néanmoins, une fois que la recherche amène un certain nombre d'innovations, il y a tout un tas d'étapes derrière, et de travaux qui prennent des années, qui prennent entre 8 et 12 ans, qui sont longs, avec beaucoup d'attrition, et avec des investissements qui existent et qui sont importants. Encore une fois, sur les biothérapies, on change la donne dans le sens où les coûts de production. J'ai peur que Ok, bon alors je m'arrête. Je suis désolé, mais il faut tenir le temps et je pense qu'on va prendre des questions. Merci beaucoup, Madame Manot. Je sais pas si on a des questions, non? Alors, Madame, vous pouvez vous présenter? Oui, tout à fait. Pour ceux qui ont des questions, ceux qui ont des questions sur Internet, ils sont gentils de lever la main avec leur outil. Ça permettra de les repérer. Ou alors ils s'expriment violemment, mais ils appellent les autres.
Alors, je vais me présenter, donc je m'appelle Victor de Margerie, je préside et je suis principal actionnaire d'une start-up de deep tech qui fait des machines-outils pour la pharma. Donc je ne m'occupe pas de faire des molécules, mais en revanche, je m'occupe de les fabriquer, de les formuler. Et une des choses qui est absolument hallucinante, c'est que j'ai créé cette entreprise après avoir accompagné quelqu'un de ma famille qui a subi un traitement épouvantable en chimiothérapie de cancer, en perdant tout ce que vous imaginez, ses ongles, ses cheveux, en souffrant atrocement. Et j'ai beaucoup discuté avec le médecin en lui disant mais expliquez-moi pourquoi ça se passe comme ça. Parce que c'est inhumain. Et il m'a répondu c'est parce qu'on en met 2 fois trop dans la formule. Alors je lui ai dit très bien, alors expliquez-moi pourquoi vous en mettez 2 fois trop. Et il m'a dit voilà, parce que c'est un principe actif, c'est collant, c'est cassant, ça se mélange mal, et puis de toute façon ça fait des grumeaux, donc au bout de 2-3 heures, ça remonte à la surface, donc on peut faire rien d'autre que de la chimiothérapie. On ne peut pas faire de comprimés. Et je lui ai répondu, monsieur, dans une autre vie, moi je suis une industrielle de base, donc j'ai fait des machines-outils en Allemagne qui servent à mélanger des principes très compliqués, gluants, cassants, etc., pour la cosmétique et l'agroalimentaire. Pourquoi ce ne serait pas possible pour la pharmacie? Et il m'a dit, bah, écoutez, j'en sais rien, je vais regarder. 15 jours après, quand je suis revenu à la chimio d'après, il m'a dit, tout ça c'est il y a 15 ans. Il m'a dit, vous avez raison, il y a un Allemand qui s'appelle Jörg Breitenbach, qui est entre-temps devenu le Chief Scientific Officer de AbbVie. Et il a écrit sa thèse à l'Université du Texas à Austin. Et il a expliqué qu'effectivement, avec les machines dont vous parlez, qui s'appellent des machines d'explosion, on arrive à mettre 2 fois moins de principes actifs dans les formulations. Donc ça coûte 2 fois moins cher, ça a la même efficacité thérapeutique, et ça a beaucoup moins d'effets secondaires. Donc j'ai dit, bah, très bien, je vais appeler Jörg Breitenbach. Donc j'ai pris mon téléphone, je l'ai trouvé, sauf que je parle allemand puisque j'ai construit une usine en Allemagne. Et donc je lui ai demandé de me raconter. Il m'a dit, bah oui, bah, vous avez tout à fait raison, et ça fait 15 ans que je cherche quelqu'un pour m'aider à faire ces machines, parce que figurez-vous que les grands fabricants d'extrudeurs, ce sont tous des Allemands. Ils font tous des grosses machines, et ils ne veulent pas faire les petites machines, parce que faire les petites machines, ça coûte très cher à développer. Ça demande des spécifications techniques de l'ordre de l'efficacité de la Formule 1. Donc je vous passe le détail des composants de la Formule 1. Et ils savent qu'ils en vendront que quelques dizaines de machines par an, donc ça ne sera pas rentable pour eux, donc ils ne veulent pas le faire. Et donc, à la mémoire de la personne qui était malheureusement en train de mourir d'un cancer, j'ai décidé de le faire. J'ai vendu mon appartement pour le faire. J'ai eu absolument aucun emprunt bancaire, aucune subvention. J'ai été rejeté 2 fois par France 2030, qui n'y a absolument pas cru. Et heureusement pour moi, il y a des gens qui y ont cru. Et donc, les premiers, c'était donc le groupe AbbVie, qui m'a demandé de faire une formulation spéciale pour eux pour le Kaletra. Le Kaletra, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un médicament contre le sida. Et comme il y avait des milliers de gens qui mouraient en Afrique tous les jours et qu'il n'y avait pas d'hôpital, donc on ne pouvait pas donner de chimiothérapie, ils m'ont demandé de faire en urgence 3 micro-extrudeuses pour faire des comprimés pour le Kaletra. Donc on l'a fait, et donc ils ont eu un agrément FDA ultra rapide, parce que les gens étaient en train de mourir comme des petits pains. Et donc on s'est dit, bah, super, maintenant on a convaincu. Et bien, dès que l'épidémie de sida en Afrique s'est arrêtée, on est allé voir tous les gens de la pharmacie qui nous ont foutu dehors à coups de pied derrière. Non, non, mais d'accord, mais c'est beaucoup réduite, on va dire. Donc on s'est fait. Attendez, mais vous allez voir. Donc on s'est fait mettre dehors par tous les gens de la pharma qui nous ont dit de nous emmerder parce qu'on ne va pas vendre 2 fois moins cher de principes actifs, alors qu'on a déjà l'agrément FDA pour cette proportion-là de principes actifs et qu'il faudrait refaire tout l'agrément FDA. Par ailleurs, tous les CDMO dont vous parlez tout à l'heure, ils sont équipés d'une autre catégorie de machines, qui s'appelle du dry spray, qui valent 10 fois le prix de nos machines et qui n'ont pas encore amorti. Donc entre la pharma qui a déjà son FDA pour 2 fois plus d'ingrédients dans chaque formulation et les CDMO qui ont des machines qui valent 10 fois plus cher qui ne sont pas encore amorties, personne ne peut acheter nos machines qui valent 10 fois moins cher et qui permettent d'utiliser 2 fois moins de principes actifs avec des prix de médicaments 2 fois moins chers et en ayant donc des gens qui souffrent 2 fois moins. À l'issue de ça, madame, parce que... Oui, non, mais j'explique quand même ce qui marche. Heureusement, il y a des gens qui s'intéressent. Ce sont les gens qui sont dans les pays émergents, en Afrique, et qui donc ont besoin, et eux s'en fichent de tout ça, parce qu'ils n'ont pas de société cotée en bourse, pas d'actionnaires, etc. Et donc, oui, non, mais c'est avec eux qu'on travaille. Et donc aujourd'hui, on a des proof of concept en cours avec l'université de Queen's à Belfast, et avec la Bill and Melinda Gates Foundation, en fait, tous les gens qui ne sont pas for profit.
Et moi, ce que je voudrais simplement, alors je vous rassure, on vit très bien parce que nos machines qu'on a miniaturisées, on arrive avec beaucoup de difficultés à les vendre pour la pharma, puisque pour les raisons que je viens de vous expliquer. En revanche, on a trouvé d'autres clients qui sont très contents d'acheter une toute petite machine. On est le leader mondial de la fabrication des fermetures éclairs pour le groupe japonais YKK. Aujourd'hui, on est en train de développer les mêmes machines pour faire les films qui permettent de servir de séparateur entre les cathodes et les anodes des batteries électriques partout dans le monde. Mais en revanche, dans la pharma, on est toujours bloqué. Donc, je voudrais juste vous donner mon témoignage. Il n'y a aucune polémique là-dessus. Je le fais juste parce que vous l'avez dit, professeur, moi aussi, je suis très choqué par ça. Et je voudrais juste pouvoir réduire le coût des médicaments, réduire les effets secondaires. Et je vais vous dire franchement, je fais 0 francs, 0 centimes de marge sur toutes les machines que je vends, parce que je le fais à la mémoire de quelqu'un qui m'était très cher et que j'ai vu souffrir abominablement. Pour vous donner un exemple, un des grands dirigeants d'un groupe pharmaceutique français qui m'a foutu à la porte de son bureau en m'expliquant que je l'emmerdais parce que ses actionnaires ne seraient pas contents, il a eu lui-même un cancer il y a 2-3 ans. Son traitement a été épouvantable et il m'a appelé pour s'excuser en me disant que s'il l'avait su avant, il ne m'aurait pas foutu à la porte de son bureau. Je voulais juste vous dire ça pour vous dire qu'il y a des solutions, qu'elles existent, qu'elles ne coûtent pas cher et qu'on est à la disposition de ceux que ça intéresse. Et de toute façon, ce n'est pas avec ça qu'on fait notre argent puisqu'on fait des fermetures éclairs et des séparateurs pour les batteries. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais peut-être juste pour réagir en fait, sur ces histoires de coût, évidemment, le coût de production est important et le rendement de la production est un élément clé en fait. Quand on voit que sur certains vecteurs, il y en a 70% qui sont perdus au moment de la pulvérisation, il y a des vecteurs qui sont vides. Pas le plus fort. D'accord. Et c'est bien tout l'enjeu aussi de la recherche dans ce domaine, c'est d'essayer d'amener des éléments qui vont permettre de réduire ces coûts. Parce que le coût de production, c'est ce que je disais, est un élément 2 fois moins dans la forme. Un élément important en fait. Voilà, juste. Professeur, vous souhaitez réagir? Oui, je ne suis pas complètement sûr que ce que vous dites s'applique aux biothérapies. Protéines et autres, c'est un peu différent, mais bon, c'est un autre sujet. Mais globalement, sur les coûts de production, pardon, je vais réagir. C'est évident qu'il y a des gains possibles d'automatisation. Enfin, il va se passer des choses qui vont réduire les coûts. Mais quand même, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on compare le prix de Carticel à l'hôpital, je sais plus quel. Barcelone. Non, oui, mais il y a plusieurs hôpitaux. C'est le nom de l'hôpital. Ah, Val-d'Hebron. C'est peut-être Val-d'Hebron, merci. Et de 90 000 euros versus 350, 300, je ne sais rien, mais nettement 200 000, allez, 200 si vous voulez. Très significativement plus, parce que c'est vendu par les industriels que l'on connaît, ça montre que le coût de production ne représente pas l'essentiel du prix. Ah, j'ai pas dit que c'était l'essentiel. Oui, mais d'accord, mais il y a de la marge. Par contre, comme dirait mon voisin, il y a le prix facial et il y a le prix... Oui, ok, mais c'est pas, je ne pense pas que le prix des quartiers en France soit 80 000 euros. Néanmoins, avoir aussi, c'est-à-dire la capacité à distribuer... Alors, d'abord, il y a des partenariats avec cet hôpital, entre les industriels et cet hôpital, justement. Très bien. Et ensuite, avoir aussi les capacités à produire pour couvrir la population. Ah bah, évidemment, ils peuvent pas couvrir au-delà de leur hôpital. Mais on peut imaginer, parmi les solutions, ce qui s'est passé à Barcelone se passe dans un certain nombre d'autres endroits. Il y a un certain nombre d'autres endroits dans le monde qui font cela. Je peux l'imaginer. La France n'est pas particulièrement en mais ils ont réussi à le faire. Oui, tout à fait, je ne dis pas. Barcelone, ils sont dynamiques, etc. La Catalogne est très dynamique, mais on peut tout. Malheureusement, là, la France n'est pas en avance, clairement. Et il y a des. Ça existe en Israël, ça existe aux Pays-Bas, ça existe en Inde. Et une des solutions, c'est cela. Dans votre exposé liminaire, vous aviez dit que vous aviez des propositions pour faire baisser les prix. Alors nous sommes non, mais j'ai pas. Juste un point là-dessus. L'idée générale et l'exemple de Barcelone, si je ne m'abuse, ont été repris dans le rapport dit improprement rapport Born, une piste. Mais absolument. Donc, une des solutions possibles, c'est de creuser cette piste avec des niveaux de mutualisation européens, etc. En particulier, parce que là, je sors des Carticel pour les maladies rares, qui posent des problèmes spécifiques en plus. Vous imaginez des solutions en mix entre l'académie et des systèmes non lucratifs, fondations, etc., etc. Rien n'est simple, hein, je me permettrai, je sais, bien prétentieux de ma part de dire l'attaque que tout va bien. Si je peux rebondir justement dans le cadre de ce rapport
dit mission borne, c'est effectivement dans le pilier 2 de ce rapport. C'est repris en interministériel. Il va y avoir une instruction sur le sujet. Super. Instruction. Oui, il faut bien commencer. Il faut bien commencer. Je pense qu'il y a des hôpitaux qui s'y préparent quand même. Oui, petit à petit. J'ai eu vent. Évidemment, non, mais voilà, c'est une évidence. Certains sont venus m'en parler. Mais évidemment, non, mais c'est une logique incontournable. Derrière cela, je gagne un cran de complexité. Je pense savoir que vous faites un effort, que le CEPS, vous faites tout ce que vous pouvez. Je pense. Ça, du point de vue public, hein, désolé, mais vous êtes la France. La France, c'est un marché respectable, mais c'est un petit marché à l'échelle mondiale. Et c'est évident. Et donc, autrement dit, dans le rapport des forces, parce que vous avez clairement laissé entendre que les négociations pouvaient être rudes, on peut le deviner aisément, sans demander plus, il me semblerait une solution possible, pas 5, et c'est de le négocier non pas au niveau français, mais au niveau de l'Union européenne. Donc, autrement dit, de donner à l'EMA une autre capacité en dehors des autorisations, mais de réfléchir sur les prix. Et après tout, alors on peut dire que c'est une idée absolument utopique qui n'a aucune chance jamais d'être réalisée. Simplement, je trouve que ça s'est fait pour les vaccins contre le Covid. Je pense que Bernard pourra parler mieux que moi. Avec un certain effet économique, je crois. Donc, il y a des cas extrêmes ou des cas polaires, parce que là, les vaccins vont parler de quantités énormes. C'est également une piste à laquelle on peut réfléchir dans le cas opposé. C'est-à-dire quand on a des... Oui. Mais pourquoi se contenter de l'ultra rare? Mais bon, de l'ultra rare. Les maladies où il y a 20 malades dans l'Europe, etc. La question se pose, hein, et c'est particulièrement délicat. Mais bon, là, ce sont des questions politiques délicates, mais néanmoins, le marché européen, je crois que c'est pas loin d'équivalent du marché américain. Je parle sous le contrôle. Donc je pense que s'il y avait un négociateur autour à la table face à un industriel pour un produit donné, je pense que l'Europe obtiendrait des prix un peu meilleurs. Ça ne changerait pas radicalement les choses, mais bon. Puis en plus, symboliquement, ça serait pas mal, je trouve. Même s'il y a quelques difficultés, parce qu'évidemment, la situation en Roumanie, peut-être même en Pologne, n'est pas celle de la France ou de l'Allemagne, donc il y a des éléments peut-être à remettre. Tout ça est compliqué. Et alors, je gagne encore une échelle de complexité. L'OMS, dans une réunion il y a quelques années, a demandé, évidemment, ce sont non contraignantes, mais c'était une résolution de l'Assemblée, à ce que les négociations des prix deviennent transparentes. Alors, je connais les arguments contre, mais il me semble qu'il y a des arguments pour. Et je pense que ça mériterait une réflexion sérieuse. Et pour moi, l'idéal, je suis très naïf, ce serait que vous, je prends vous pour les industriels, que vous, les associations de patients, les autorités réglementaires, les payeurs, donc la CNAM pour ce qui est de la France ou les équivalents dans d'autres pays, vous mettiez tous autour de la table, vous discutiez, des discussions ouvertes et qu'on aboutisse à quelque chose qui soit des prix plus raisonnables, parce que je pense que même si c'est pas le tsunami, on est d'accord, mais néanmoins c'est très consistant et surtout il y a un élément de plus, c'est qu'on va vers des médicaments qui seront appliqués à beaucoup plus de personnes. J'ai fait allusion tout à l'heure à des RNAi sur l'hypertension artérielle ou l'hypercholestérolémie, on n'est plus dans la maladie rare. Et je ne peux pas faire procès d'intention sur les prix de ces médicaments, mais je crains qu'ils ne soient pas extrêmement bon marché. Si vous permettez, comme on est déjà assez... Oui, bien sûr, non, mais vous m'avez posé la question, donc j'ai essayé de répondre. Oui, pardon. Non, c'était juste pour rebondir sur les propos du professeur Fischer sur évidemment la coordination européenne qui a, au bénéfice du Covid, c'est vrai, connu une grosse accélération. J'évoque dans mon propos liminaire le règlement de 2021 qui a été adopté sur l'évaluation médico-technique. Et là, en ce moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, on est en train, la HAS et ses homologues sont autour de la table. Il y a 4 groupes de travail qui sont en ce moment en train de réfléchir sur la façon dont on va mieux pouvoir évaluer de façon coordonnée et homogène les produits en vue de leur tarification. En gros, avec quel comparateur, selon quelle méthode, dans quel laps de temps, etc. Et donc, on se compare déjà à ce que chaque pays fait, dont les pays qui utilisent ce type d'évaluation. Et donc, c'est un très grand progrès parce que moi, j'ai connu
le lancement de cette réflexion au début des années 2000 et le Covid a vraiment, je pense que c'est un des bénéfices justement de l'achat des vaccins groupés, d'avoir accéléré ce règlement qui était en gestation, qui vivait sa petite vie, je dirais, entre experts. Et donc ça va se déployer en 2025 pour les premiers produits, en particulier des produits très innovants dont on parle ce soir. Et ça n'est pas simple. Alors évidemment, c'est pas encore le schéma idéal qu'on pourrait voir de l'extérieur, de se mettre tous autour de la table et dire quel produit je mets en fonction de ma richesse, hein, puisque vous évoquiez la Roumanie ou d'autres qui n'ont pas le même niveau de PIB par habitant, donc forcément pas le même niveau de prix, parce que des systèmes de santé qui ne sont pas tarifés de la même façon, en fonction de la richesse du pays. Mais néanmoins, c'est une étape très importante, puisque dans ce domaine, on est obligé, compte tenu des modes de financement qui sont très souvent solvabilisés par les impôts ou les cotisations, d'avoir un étalon de comparabilité, une méthodologie extrêmement rigoureuse et transparente. Et donc, je pense qu'on essaie d'avancer en Europe là-dessus, et les Américains regardent de près. Merci. Dans ce qu'on vient de voir, c'est que parmi les questions qui se posaient, il y avait évidemment le prix, et on a regardé les questions d'amélioration des coûts de production. Il y a 3 autres questions qui sont apparues au cours de vos exposés. Il y avait les besoins de formation, et peut-être une question pour Nathalie Manot là-dessus. Il y avait les questions de simplification et donc de délai qu'on a évoquées, et peut-être alors même que le gouvernement annonce qu'il y a une grande série de simplifications qui doivent arriver sous peu, et un appel au peuple du ministre, en l'occurrence de l'économie, là-dessus. Qu'est-ce que vous sauriez recommander d'abord? Et puis, à ma droite, pour Franck Le Timonier, il a parlé des bioclusters comme étant là où il y a la plus grande marge de progrès. Oui, comment? Qui veut commencer, peut-être? Sur la formation. Sur la formation. En fait, sur la formation, alors peut-être je peux faire un point. On a fait un bilan de la formation initiale en fait qui existait sur la partie production, bioproduction, qui est consultable sur le site du LEM en fait, et qui montre que l'écosystème est riche aujourd'hui. On a beaucoup de formations qui existent. Et sur la formation continue, il y a eu des initiatives qui ont été prises. Il y a eu le campus digital qui a été lancé, qui est porté par les industriels et des écosystèmes de formation divers et variés. Donc il y a l'IMT, il y a des écoles d'ingénieurs, il y a l'IFIS qui est impliqué. Et puis il y a des campus publics, il y a BioHoc, ou le campus Biotech de Lyon, qui ont été initiés. Donc il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui reste à faire, c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est de mettre en relation ces formations avec les besoins en fait, sur le territoire, pour bien timer en fait, l'arrivée des besoins avec les personnes qui seront formées. Et ça, c'est en train d'être travaillé avec France Biovide pour essayer de bien timer cette réponse, en fait, de manière à ce que les personnes formées soient là au bon moment, une fois qu'on aura besoin de leurs compétences. Je vais compléter quand même. Oui. Parce qu'il y a peut-être pas mal de formations, indéniablement, mais sur le terrain, au niveau des industriels, mais même au niveau des académiques, il y a des manques. Manque d'experts ingénieurs, manque de responsables qualité, manque de pharmaciens dans les pharmacies à usage interne responsables, en capacité et en expertise, justement, pour parler beaucoup en bout de course, quand on arrive avec un traitement de thérapie cellulaire, thérapie génique, il faut quelqu'un pour l'administrer. Et beaucoup de ces traitements, aujourd'hui encore, excepté certains, si on prend des vaccins ou même des anticorps monoclonaux qui commencent à être adressés en officine, on a encore beaucoup de traitements, surtout pour tout ce qui est médicaments à thérapie innovante, un besoin de pouvoir le faire en CHU. Et là-dessus, on est aussi en manque. Donc effectivement, les choses se construisent. Côté État, en sus de tout ce qui existe déjà à travers les universités, hein, il y a cet appel à manifestation compétentes et métiers d'avenir qui viennent s'ajouter. Donc l'objectif, c'est de s'assurer justement que ce que les acteurs, l'écosystème mettent en place s'adresse et correspondent aux besoins à la fois dans les laboratoires académiques, aux besoins pour les industriels, mais au-delà de ça, commencer à sensibiliser aussi, je dirais, les jeunes de lycée, les jeunes de collège, à ce que c'est l'arrivée de ces biomédicaments, ce que ça signifie pour attirer un petit peu plus, puisque globalement, on n'est pas en surnombre
en France, comme on n'est pas en surnombre à l'Europe. Hein. On ne va pas non plus après se dire qu'on est moins bon en France qu'en Europe à ce niveau-là, mais on est en manque et on est en compétition, les pays européens entre nous. Hein. Donc, je pense que oui, on n'a pas à pâlir de ce qu'on a. On a des forces assez importantes, mais qui ne suivent pas l'évolution et l'arrivée, malgré toute cette innovation. Et il faut toujours un temps entre la formation initiale et le moment où on forme, et le moment où tous ces jeunes, on dit que ceux qui sont formés sont jeunes, hein, mais que ces étudiants sortent sur le marché. Non, pardon, mais ça. Je pense que c'est important. Sur les simplifications, alors ça, c'est à libitum. Les questions de délai, on en a évoqué un peu. Pour les questions de délai, je peux peut-être Oui. essayer de vous donner c'est les sujets sur lesquels les institutions qui sont dans la chaîne juste avant l'arrivée des produits pour les patients, c'est-à-dire justement ANSM et HS, se mobilisent beaucoup hein, pour accélérer ces délais. Je peux juste vous dire que, en particulier pour les médicaments les plus innovants et la procédure d'accès précoce, qui est une procédure qui est nouvelle hein, depuis 2021, qui permet donc aux médicaments les plus prometteurs d'arriver très rapidement. On est en moyenne à moins de 70 jours d'instruction, ce qui est vraiment très peu. C'est en dessous de la loi. La loi disait maximum 90 jours. Donc on tient tout à fait ces délais. Alors, c'est pas forcément, comment dire, il y a forcément des impacts aussi sur les délais moyens globaux, parce que malheureusement, les effectifs n'ont pas forcément été multipliés comme vous imaginez, donc forcément, on priorise. Hein. Mais néanmoins, il y a des efforts très, très importants qui sont faits sur ce sujet pour que la chaîne de décision entre les diverses institutions puisse être la plus efficace possible et la plus rapide possible. Donc, beaucoup d'améliorations quand même sur ce sujet. J'espère qu'on aura d'autres à venir. Je crois que pardon, je voudrais juste aussi compléter, mais ça va de pair. Dans le cadre de l'Agence de l'innovation en santé, mais aussi dans le cadre de la mission Borne, il y a aussi cette volonté effectivement d'accélérer l'intégration de l'innovation à tout niveau et au niveau de l'organisation des soins. Et donc il y a aujourd'hui toute une réflexion prospective, à la fois prospective mais aussi de suivi pour anticiper l'arrivée de ces médicaments dits innovants, en l'occurrence biomédicaments. Il y en a d'autres qui sont aussi innovants sans être des biomédicaments, mais pour les biomédicaments, donc d'essayer au maximum d'anticiper cette arrivée, d'organiser le soin en fonction d'eux, pour au-delà de la réglementation, au-delà de tout ce qu'on peut voir au niveau des agences sanitaires, d'être aussi, d'avoir préparé, je dirais, le terrain pour faire en sorte que ces biomédicaments puissent être accessibles aux patients le plus rapidement possible. Alors, ça ne va pas se faire en 5 minutes, hein, clairement. On peut peut-être aussi considérer qu'on aurait pu anticiper avant, mais je pense que c'est assez important de se le dire. Et là, c'est aussi une réflexion qui est assez large, entre autres réalisée avec les différents ministères, mais aussi avec les agences sanitaires. Oui, une étape sur la simplification, c'est ce qui se passe en amont, c'est-à-dire en gros les négociations avec les DRCI, où il y a l'amont et l'aval, et même l'amont dans le montage du projet, notamment pour les projets académiques, mais je pense que c'est vrai aussi pour les projets industriels. Il y a beaucoup de temps. Les DRCI ne sont pas, il y a des gens remarquables pour le travail, mais globalement, ça pourrait aller plus vite. Ouais, je pense qu'il y a les délais réglementaires, puis il y a les délais de contractualisation qui peuvent prendre du temps, sur lesquels il y a probablement de marge, effectivement, sur cette partie-là. Il y a eu des gros efforts de fait sur les délais réglementaires. Sur les bioclusters Sur les bioclusters, ce que j'espère en tout cas, c'est que ça peut être un outil qui va nous aider à accélérer, en tout cas ne pas aller moins vite qu'actuellement, sur le passage de ce qui sort de l'académie, où on nous demande d'aller faire des preuves de concept, et puis après, il faut aller sur d'autres guichets de financement. Si on va ensuite vers un acteur industriel, il y a les de discussion, de négociation avec les CTO, et ainsi de suite. Je discute avec les collègues académiques, il y en a beaucoup qui portent leur projet, qui vont jusqu'à l'essai clinique et qui après, aujourd'hui,
Il y a une époque, ils allaient chercher de l'argent pour monter un essai clinique, et là, il fallait s'adresser à d'autres guichets de financement, il fallait arriver avec d'autres éléments de concept. Très souvent, il faut recommencer les manips parce que les datas ne sont pas dans le cadre, dans le référentiel réglementaire qui va bien. Aujourd'hui, je vois beaucoup de collègues qui se lancent dans une création de start-up, et puis on a énormément progressé depuis pas mal d'années pour accompagner tout ça. Mais finalement, pourquoi ils le font? Parce qu'ils n'ont pas trouvé l'argent pour aller sur les cliniques. Ils vont créer la startup en disant elle ira chercher des fonds pour le faire. Bon, en fait, finalement, ça ne va pas forcément plus vite, parce que pour trouver les fonds, il faut apporter ces fameuses preuves de concept, etc. Et à chaque fois, il y a des temps de renégociation, parce que quand on parle des discussions avec la DRCI pour monter les essais cliniques, mais avant également transférer les technologies. Ouais. Donc, si les bioclusters sont un environnement qui permet de réunir les différents acteurs, je vois pour accompagner quelques bioclusters sur mettre en œuvre un certain nombre de plateformes qui peuvent être aux exigences de ce qu'il faut côté industriel et pour apporter. Ce sont que des éléments qui pourraient nous permettre peut-être de ne pas avoir toutes ces étapes et tous ces délais entre chacune des étapes, et puis ne pas partir dans des fausses bonnes idées. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je vais dire n'est peut-être pas politiquement correct, mais il y a trop de collègues académiques qui foncent dans la création de leur start-up, alors qu'en fait, il faudrait attendre pour avoir des preuves de meilleure qualité, et ensuite partir avec des levées de fonds qui seront plus conséquentes, etc. On organise d'ici quelques semaines un colloque avec des collègues du LEM et autres sur les Big Pharma, où on a identifié sur le domaine des biothérapies 50 équipes académiques qu'on considère un peu comme leaders. Il y en a quasiment 50%, la moitié, qui se sont posé des questions de savoir s'ils voulaient aller dans des B2B, parce qu'en fait, ils ont créé une start-up, ou ils sont en train de créer une start-up. C'est juste absolument énorme, et je ne suis pas du tout certain qu'on soit systématiquement sur la meilleure trajectoire possible pour aller vers les futurs produits de santé. Je pense qu'il y a quelques fois, il serait probablement plus raisonnable de faire autrement. Et si aujourd'hui on en est là, c'est parce que d'un côté on accompagne énormément sur la création de start-up, mais c'est aussi parce que finalement ces acteurs académiques n'arrive pas à aller d'une étape vers une autre parce qu'on n'a pas ce continuum. Et si c'est ce que j'espère, c'est que ces bioclusters, ce seront des environnements particuliers. On a ce lien où on va essayer d'organiser les choses de façon moins fragmentée et moins segmentée. En tout cas, c'est mon espoir, et je pense que si on fait ça, on gagnera énormément en compétitivité, parce qu'on amènera tout le monde vers la meilleure trajectoire possible et en freinant moins les choses. Donc, voilà ce que je voulais dire derrière le terme biocluster. Et si je peux me permettre juste, j'ai beaucoup écouté, c'était très intéressant tout à l'heure. Alors là, je suis avec une casquette technologie pour la santé au sens large. Je pense qu'il y a un autre élément d'innovation qui pourrait croiser fortement le sujet des biothérapies, c'est tout ce qu'il y a autour de l'usage de l'intelligence artificielle pour pour accompagner autrement les essais cliniques, notamment en utilisant l'IA pour construire des modèles. On va utiliser des données précliniques, puis des données cliniques, puis des données de vie réelle, tout en consolidant les modèles, et qui sont avec des approches de modèles basées sur les datas pour l'IA, et qui sont faits pour, de façon générale, essayer d'apporter des réponses dès lors qu'on est dans un essai clinique en cours de médecine personnalisée avec un nombre de patients qui est extrêmement limité. Il y a énormément de projets qui se développent là-dessus. Alors, il faut faire attention quand on croise une innovation, ça prend généralement beaucoup de temps, le risque augmente. Mais ce sont des choses qui peuvent aussi apporter peut-être sur le sujet de la qualité, la preuve et l'assurance qu'on a dans ce qui est développé, peut-être des éléments qui peuvent ensuite peut-être pertinents pour les sujets de tarification. Je n'avais pas du tout ça en tête, mais en vous écoutant, je me disais que c'était peut-être des choses qu'on pourrait aussi travailler dans ce sens-là. Voilà. Merci beaucoup. Il est 20h moins 1 minute. On pourrait continuer plusieurs heures parce que vous entendre, il y a énormément de sujets. Il y en a un que j'ai encore un peu rentré, c'est au fond, en écoutant le professeur Fischer avec le cas de la drépanocytose à 1,9 million et 30 000 malades, ça fait 60 milliards. Ensuite, il y a ce qu'a cité Philippe Bouilloux sur un cas pratique qui est 1,5 milliard. Dans tous les cas, ça peut impacter, vu la taille de l'enjeu, l'ensemble du système de santé au-delà. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des interférences avec l'efficacité des hôpitaux ou à Ondam donné qui se posent. Et ça, c'est un sujet qui me paraît aussi intéressant du point de vue de l'éthique. Je ne sais pas si les dispositifs actuels d'évaluation du prix du médicament intègrent cet aspect transthématique. Et ça, c'est
C'est peut-être un sujet pour le futur ou un sujet pour tous ceux qui qui réfléchissent sur l'éthique en la matière. Toujours est-il que, en guise de conclusion provisoire, parce que clairement le sujet reste ouvert encore avec beaucoup de possibilités, je retiens quelques éléments d'optimisme d'Anne Jouvenceau sur le fait qu'on a une capacité de production pas si mauvaise que ça, et c'était aussi ce qui ressortait de Nathalie Manot. De Franck Le Timonier que la recherche existe et est dynamique, même si le professeur Fischer insiste sur le fait qu'on peut encore mieux faire, oui. Et qu'il ne faut pas oublier la recherche fondamentale dans des quantités suffisantes. C'est d'ailleurs parce qu'on ne l'a pas fait assez en pratique. Quand la NIH quand les Américains ont augmenté le budget de la NIH de 14 à 28 milliards en 5 ans entre 1998 et 2005, la France et ça c'était une vraie stratégie de leur part, la France a déplacé 2% du budget du CNES vers l'INSERM, et puis ensuite on a fait avec l'ANR quelques moyens un peu en plus. À l'époque, le NIH créait l'équivalent de un INSERM par an. Exactement. Et ça s'est vu un peu après. Donc, ça me paraît effectivement un sujet dans lequel j'ai bien entendu ce que vous disiez. Oui. Ensuite, sur les ressources humaines, j'en déduis que on est plutôt, enfin, il y a des questions de délai et de ressources humaines qui se sont posées, mais qu'elles ont des solutions. Ça, c'est pour être optimiste. Et puis enfin, on a quand même deux défis majeurs sur les prix et sur le commerce extérieur devant nous. Tout le monde va y aller et c'est un marché mondial à 600 milliards à horizon 2030. Donc, on ne peut pas se permettre de creuser encore le déficit du commerce extérieur dans des proportions colossales, y compris pour des raisons de souveraineté, mais aussi simplement économiques. Et que d'autre part, la question des prix va se poser de manière aiguë. Donc, tous les efforts en ce sens sont les bienvenus. Ce numéro contenait, c'était un des plus lourds des annales, mais néanmoins, il ne traite pas de tout, puisqu'on ne pouvait pas traiter de tout en 100 de pages, il y en avait 136. Mais en tout cas, merci pour avoir approfondi le débat et permis d'avancer. Et puis, comme je l'ai dit, cette parution est vue. Alors, la façon de compter en clics ou en images est toujours un peu variable. Enfin, disons qu'il y en a 100 000 objets qui sont consultés par mois. Donc, ça fait pas mal de gens qui s'y intéressent et par conséquent, ça permet, une politique a besoin pour exister d'avoir un support de la part de la population. Je suis d'accord avec ce qu'a dit le professeur Fischer, alors peut-être je vais me faire incendier par d'autres sur les questions de transparence, mais en tout cas, c'est un élément de transparence dans le débat public dont j'espère du bien. Et je remercie très vivement les auteurs et tous ceux qui ont participé à cette table ronde, en vous souhaitant de revenir à d'autres. Le numéro de décembre était sur les mutations d'Internet sur les marchés et le e-commerce, mais pas seulement, également sur toutes sortes d'autres activités. Celui de janvier est sur le nucléaire, celui qui va sortir en février porte sur les formations, et puis ensuite on parlera de l'espace en mars et des industries propres en avril. Donc vous voyez, nous aurons des tas d'occasions de nous revoir, pas toujours les mêmes, mais s'il y a des permanents, ils sont les bienvenus. Voilà, bonne soirée. Merci.